Le panneau à l'angle de la rue indiquait « Résidence des Ormes, démolition imminente ». Les lettres étaient à moitié décollées. Le grillage entourant le chantier présentait une brèche assez large pour qu'un homme adulte puisse s'y faufiler. La plupart des fenêtres des 12 étages supérieurs étaient plongées dans le noir. Quelques-unes, dispersées comme des dents manquantes, laissaient encore filtrer une lueur orangée derrière des rideaux en lambeaux. Les derniers locataires, ceux qui n'avaient nulle part ailleurs où aller, Tristan Valois, sorti de la berline noire à 9 heures pile, referma la portière derrière lui et dit au chauffeur de s'en aller. Le chauffeur hésita. « Chef, vous êtes sûr ? Pars, c'est tout. » La voiture s'éloigna dans la nuit noire de Bobigny. Tristan regarda les feux arrière rouges s'évanouir au tournant de la rue. Puis il remonta le col de son long manteau noir et se dirigea vers l'immeuble. Il était venu seul uniquement parce que Marc l'avait exigé. Un informateur qui ne parlerait à personne d'autre qu'à lui. Pas de garde, pas de nom. 10 minutes, et il lui livrerait la taupe de Caïn au sein de l'organisation. Marc avait dit cela avec ce demi-sourire qu'il affichait toujours lorsque l'affaire était délicate. Tristan avait fait confiance à ce sourire pendant près de 10 ans. Il franchit les portes vitrées brisées du hall d'entrée. L'air à l'intérieur sentait le béton humide et la vieille peinture. Un néon vacillant pendait au bout de 2 câbles électriques fixés au plafond. L'ascenseur était condamné avec du ruban adhésif de chantier. Un tas de courriers non ouverts avait été balayé dans un coin et oublié là depuis des mois. Tristan n'avait pas peur. La peur était un fardeau réservé aux autres hommes. À 37 ans, il avait pénétré dans des endroits bien pires que celui-ci et s'en était toujours sorti. Sous son manteau, un Glock reposait contre ses côtes. Dans sa poche se trouvait un couteau à cran d'arrêt et tout autour de lui flottait l'armure invisible d'un nom que personne dans toute la région parisienne ne prononçait sans baisser la voix. Il n'était qu'à 3 pas de la cage d'escalier quand une petite main attrapa le pan de son manteau et tira d'un coup sec. Il pivota d'un bond. Sa main droite glissait déjà vers son arme avant même que ses yeux n'identifient la menace. Mais il n'y. Son blouson était trop grand de 2 tailles. Son jean était déchiré aux genoux, pas pour le style, mais à cause de l'usure. Elle avait une traînée de poussière sur la joue. Ses cheveux étaient attachés par un élastique qui avait dû être rouge autrefois, mais ses yeux d'un bleu délavé, grands ouverts et fixes, n'étaient pas ceux d'une gamine qui s'était trompée de hall d'immeuble par hasard. C'étaient les yeux de quelqu'un qui l'attendait, lui. Elle posa un doigt sur ses lèvres. « Ne dis rien », murmura-t-elle. « Suis-moi, ne te fais pas repérer. » Tristan la fixa. Il faillit rire. Presque. À la place, il se pencha pour écarter ses doigts de son manteau. « Petite, tu t'es trompée de personne. Deville ne vient pas seule. » Sa main se figea. Elle ne recula pas. Elle ne trembla pas devant sa taille imposante. Elle serra simplement plus fort le tissu de son manteau et parla plus vite, plus bas, comme si chaque mot lui coûtait un effort immense. Ils sont 4 au 7e étage, 2 près de la cage d'escalier, 2 dans l'appartement. Ils sont là, haut, depuis 8 heures. Ils t'attendent. Le hall d'entrée devint complètement silencieux autour de Tristan Valois. Personne, absolument personne dans cette ville, personne sur cette terre ne savait rien de cette nuit, excepté Marc Delpech. Ni le parrain, ni Bella, ni le chauffeur. Marc avait tout réglé lui-même depuis son propre téléphone, debout dans la cuisine de Tristan en personne. Et pourtant, cette gamine, cet inconnu de 8 ans, aux pieds sales et au visage barbouillé de terre, connaissait le numéro de l'étage, connaissait le nombre d'hommes, connaissait le nom. Tristan la regarda de nouveau, et cette fois, il vit ce qui lui avait échappé la première fois. Elle n'avait pas peur des 4 hommes là-haut, elle avait peur du temps qu'il mettait à la croire. « S'il te plaît », chuchota-t-elle, et Tristan Valette, qui de toute sa vie d'adulte n'avait jamais laissé un inconnu l'emmener nulle part, recula lentement d'un pas loin de l'escalier et suivit la fillette dans l'obscurité. Elle bougea avant lui. La fillette se glissa le long du mur de l'entrée, l'épaule frôlant la peinture. Tristan, après un instant d'incrédulité, la suivit. Ses petites baskets ne faisaient aucun bruit sur le carrelage. Ses semelles de cuir à lui résonnaient comme des coups de feu à ses propres oreilles. Il reporta son poids sur le bord externe de chaque pied, tout comme on le lui avait appris 20 ans plus tôt. Et pourtant, elle était encore plus silencieuse que lui. À l'angle du couloir, elle s'est arrêtée. Tristan s'est arrêté aussi. Elle a pointé le doigt vers le haut, rien d'évident, juste vers le haut. Il a regardé un détecteur de fumée rond, blanc, tout ce qu'il y a de plus inoffensif. Il serait passé devant 1000 fois dans un immeuble pareil, sans même y prêter attention. Mais la petite que Tristan appelait déjà « la petite », dans sa tête, puisqu'elle ne lui avait pas encore donné de prénom, inclina le menton pour l'inciter à regarder dans la même direction.
Il aperçut alors un minuscule point noir sur le boîtier en plastique. Un objectif minuscule, le genre de gadget qu'on achète pour 800 € quand on veut surveiller quelqu'un sans se faire repérer. 1. Elle attendit qu'il acquiesce d'un signe de tête. Puis elle se glissa en dessous, collée au mur, et lui fit signe de faire de même. 2. Un homme adulte avec un manteau sur mesure ne se faufile jamais avec grâce. Tristan plia les genoux, détestant chaque seconde, et passa sous l'objectif, le dos râpant la vieille peinture. 2. La caméra suivante était cachée dans une prise électrique à hauteur de cheville. 3. Elle passa devant sans même y jeter un œil. 3. La suivante était logée dans le boîtier de l'extincteur. 3. Elle savait qu'elle était là avant même d'y arriver. 3. Elle ne les comptait pas. 3. Elle n'hésitait jamais. 3. Elle se déplaçait dans ce couloir comme une biche dans sa forêt natale. 3. Ce n'est pas une gamine qui explore un immeuble, pensa Tristan. C'est une gamine qui essaie d'y survivre. Au bout du couloir, là où un panneau aux lettres rouges sur une porte en acier indiquait « Sortie condamnée par arrêté municipal », la petite s'agenouilla. 4. Ses doigts trouvèrent le coin inférieur du panneau de contreplaqué et elle tira dessus. 4. Une planche de la taille d'un grand livre se détacha dans ses mains. 4. Derrière se cachait une ouverture tout juste assez large pour un petit corps ou pour un homme adulte à genoux. 5. Elle passa la première. 5. Il la suivit, les épaules frottant des deux côtés, son manteau de marque s'accrochant au passage à un clou tordu qui y laissa un long accroc. 5. Il ne s'arrêta pas pour constater les dégâts. 5. De l'autre côté, l'obscurité, le béton, une odeur de rouille et d'humidité. 5. Un escalier de service plongé dans le noir, oublié sur les plans qu'on avait sûrement donnés à l'équipe de démolition. 6. Dans l'obscurité, il lui attrapa doucement le poignet. 6. Qui es-tu? Sa voix n'était qu'un infime murmure. 6. Comment connais-tu le nom de Dumont? Elle ne répondit pas. 6. Elle leva simplement sa main libre et posa un doigt sur ses lèvres. 6. Puis elle pointa le doigt vers le haut, au-dessus d'eux. À travers le béton, on entendait des pas. 2 hommes, des bottes lourdes. 7. L'un d'eux faisait les 100 pas. 7. L'autre ne bougeait pas. 7. Tristan ferma les yeux, laissant son ouïe compenser ce que ses yeux ne pouvaient pas voir. 7. Une voix étouffée par le plancher qui les séparait parvint jusqu'à lui. 7. Il devrait déjà être là, dit Dumont. 7. Il est plus de 9 heures. Une seconde voix, plus grave, répondit. T'es trop impatient. Détends-toi. 8. Dumont a dit qu'il viendrait seul. 8. Ce mec-là ne sait pas ce que c'est d'être en retard quand ça sent l'oseille. Tristan s'arrêta de respirer. 8. Il connaissait cette première voix. 8. Il l'avait entendu rire lors d'un mariage à Marseille 6 mois plus tôt. 8. Il avait payé le loyer de cette voix pendant 3 ans. 8. Il avait eu assez confiance en cette voix pour lui demander de surveiller, assis dans une voiture, la tombe de sa propre mère. 9. Renaud. 9. Renaud était là. Oh, 9. Renaud l'attendait pour le tuer. 9. La petite sentit le changement en lui. 9. Cette façon dont un silence de mort s'abattit sur ses épaules, comme un manteau sombre qui se mettait en place. 9. Elle n'attendit pas qu'il reprenne ses esprits. 9. Sa petite main trouva la sienne, se referma sur 2 de ses doigts et tira vers le bas. Dick, pas vers le haut, vers le bas, vers le sous-sol, là où l'obscurité se faisait plus dense et l'air plus glacial, là où les hommes aux bottes lourdes ne pouvaient pas les suivre. 10. Le sous-sol sentait la pierre humide et quelque chose de plus vieux encore, une odeur de rongeur. 10. Une seule ampoule pendait, inerte, au bout du couloir. 11. La petite ne chercha pas à l'allumer. 11. Elle n'avait pas besoin de lumière pour trouver son chemin. 11. Elle s'arrêta devant la dernière porte à gauche, une porte de service en acier avec une bosse près de la poignée et le mot « chaufferie » gravé en lettres jaunes délavées. 11. Elle écouta pendant 3 secondes, puis frappa. 11. 2 coups, une pause, 3 coups, 12. Quelque chose de petit bougea derrière la porte. 12. La petite la poussa pour l'ouvrir. 12. À l'intérieur, ce n'était plus une chaufferie. 12. Ça l'avait été, autrefois. 12. La vieille chaudière avait été retirée et les tuyaux en cuivre arrachés depuis bien longtemps. 12. Ce qui restait n'était qu'une pièce en béton de la taille d'un grand débarras, éclairée par une unique lanterne à pile posée de biais dans un coin. 13. La lumière jaune et blafarde étirait toutes les ombres. 13. Dans cette faible lueur, assis sur une couverture pliée contre le mur du fond, se tenait un petit garçon. 13. Il était petit, plus petit qu'il n'aurait dû l'être pour n'importe quel âge que Tristan aurait pu lui donner. Il avait les cheveux clairs de sa sœur et les mêmes yeux bleus.
sauf que les siens étaient rougis par le manque de sommeil et par autre chose, le reflet vitreux d'une fièvre qui grimpait. Une couverture en laine l'enveloppait jusqu'aux épaules et lui remontait par-dessus les oreilles. Ses lèvres avaient une légère teinte bleutée aux commissures. Sa poitrine se soulevait trop rapidement et chaque inspiration s'accompagnait d'un sifflement ténu et saccadé. Il vit Tristan, il ne cria pas, ne recula même pas, il serra seulement ses petits doigts autour de quelque chose de noir et de minuscule dans son poing. La fillette s'agenouilla à ses côtés. D'abord, elle écarta une mèche de cheveux de son front, puis se tourna vers Tristan. Lorsqu'elle parla, sa voix était différente de celle qui l'avait guidée à travers les couloirs. Plus douce, plus jeune. « C'est Élie, c'est mon frère. Il a 6 ans. » Elle marqua une pause. « Il fait de l'asthme. » Tristan ne bougea pas du seuil. Ses yeux balayèrent la pièce de la même manière qu'il balayait toutes les autres. Il cataloguait. Un sac plastique de supermarché contenant 2 morceaux de pain rassis sur les bords, 3 bouteilles d'eau, dont une presque vide, un emballage de fast-food froissé, un inhalateur de secours par terre à côté de la lanterne, avec son capuchon orange et son corps bleu, le petit compteur sur le côté indiquant un seul chiffre, 4 doses restantes, peut être 5. Il s'accroupit. Même ainsi, il dépassait le petit garçon assis. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il à voix basse. « Depuis combien de temps vous vous cachez ici, là, dessous ?» La fillette regarda le sol. Pour la première fois depuis qu'elle avait agrippé son manteau là-haut, elle parut hésiter sur sa réponse, comme si le fait de le dire à voix haute rendait la chose trop réelle. 5 jours. Tristan ferma les yeux 1 seconde. 5 jours dans cet air-là. 5 jours de ce froid pour un gamin dont les poumons menaient déjà une bataille de tous les instants. Quand il rouvrit les yeux, Élie lui tendait le petit objet noir. Une clé USB, toute simple, bon marché, du genre de celle qu'on vend par pack de 3 en pharmacie. La petite main de l'enfant tremblait tellement que la clé USB cliquetait contre ses propres articulations. « Papa a dit », chuchota Élie, obligé de s'arrêter pour reprendre son souffle. Papa a dit de ne la donner qu'à l'homme qui s'appelle Val. L'air sembla s'échapper de la pièce. Tristan Val avait entendu son propre nom prononcé de 1000 façons différentes. Dans des salles de conseil, dans des tribunaux où il n'avait jamais mis les pieds, dans des prières à son intention et dans des malédictions crachées sur sa tête. Personne en dehors de la famille ne prononçait ce nom en public. Personne à l'intérieur de la famille ne le transmettait aux enfants. Il y avait exactement un seul homme, au-delà des murs de l'organisation, à qu'on avait confié ce nom dans sa forme complète. Val, pas patron, pas monsieur. Val, comme un homme l'écrit sur un document qui lui survivra. Thomas Benet, l'ancien comptable, silencieux, précis, à la voix douce. Un homme qui avait équilibré des livres de comptes qu'aucun auditeur honnête ne verrait jamais. Un homme qui avait quitté l'organisation 10 à 8 mois plus tôt, avec une retraite et une poignée de main. Un homme dont les journaux avaient qualifié la mort de suicide 3 semaines plus tôt. Une baignoire, un rasoir, un dossier classé. Tristan tendit la main et prit la clé USB des doigts de l'enfant. Ses propres doigts, ceux-là même qui avaient signé des ordres d'exécution sans jamais scier, tremblèrent une fois en saisissant le plastique. Il n'avait pas ressenti ce tremblement depuis 15 ans. Et voilà qu'il revenait. Dans une pièce en béton, sous un immeuble condamné, provoqué par un enfant de 6 ans aux lèvres bleues. Tristan glissa la clé USB dans la poche intérieure de son manteau, la plus proche de son arme. Puis, il s'installa à même le sol en béton pour être assis, et non debout à dominer la pièce. Un homme de sa carrure ne s'assoit pas par terre dans une cave. Il le fit pourtant. Il regarda la fillette à travers la lueur de la lanterne. « Comment tu t'appelles » ? « Nora. » Sa voix était plus menue que là-haut. Nora Benet. Benet. Évidemment que c'était Benet. Nora. Il garda une voix ferme. Il ne l'adoucit pas de cette manière artificielle que les adultes utilisent avec les enfants. Il savait qu'elle capterait immédiatement le mensonge s'il le faisait. Il se contenta d'en retirer la dureté. Cette dureté qui poussait d'ordinaire les hommes adultes à sortir leur portefeuille au plus vite. « J'ai besoin que tu me dises la vérité maintenant. Tout. Qui es-tu vraiment ?» Elle baissa la tête, joignit ses mains sur ses genoux et serra ses propres doigts au point d'en avoir les articulations blanches. Élie la regardait depuis sa couverture. Il savait déjà ce qu'elle s'apprêtait à dire. Tristan le comprit à la façon dont les yeux de l'enfant s'embuèrent, sans pour autant détourner le regard. « Je devais te surveiller, » dit Nora. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Tristan ne bougea pas, ne scia pas. Un calme s'installa, plus terrifiant encore, il le savait bien, que n'importe quel hurlement.
Une enfant ne pouvait pas décoder ce silence de mort, et c'était tant mieux. Il ne voulait pas qu'elle s'arrête de parler. Nora avala sa salive. Sa petite poitrine se souleva comme si elle rassemblait toutes ses forces pour soulever un fardeau immense. Après la mort de papa, on n'avait nulle part où aller. Le propriétaire allait jeter toutes nos affaires sur le trottoir. Un homme est venu au motel où on logeait, il y a 3 mois. Au début, il était gentil. Il a dit qu'il s'appelait Monsieur Duval. Il a dit qu'il connaissait papa par le travail. Il a dit que les médicaments d'Ellie coûtaient cher et qu'il pouvait nous aider à les payer si je faisais des courses pour lui. Quel genre de courses? Surveiller un homme. Quel homme? Un homme de grande taille. Ses yeux se levèrent alors, rapides et terrifiés, avant de se rabaisser aussitôt. Il portait toujours un long manteau noir. Il sortait d'un grand immeuble du boulevard Haussmann à 8 heures du matin. Il prenait son café dans un gobelet en carton bleu, puis montait dans une voiture noire aux vitres teintées. Je devais noter les heures, ce qu'il portait, à qui il parlait, où allait la voiture, et essayer de le suivre dans le métro. La mâchoire de Tristan se crispa violemment. Il ne dit rien. « Je ne savais pas que c'était vous », chuchota Nora. « Je ne savais pas que cet homme avait un nom. Monsieur Duval l'appelait juste lui. Il disait que j'aidais des gens, un muscle tressaillit au coin de l'œil de Tristan. Il ne laissa pas cette tension gagner le reste de son visage. Et puis, la semaine dernière, j'étais devant le bureau de Monsieur Duval. J'étais venu chercher la recharge pour l'inhalateur d'Ellie. La porte n'était pas complètement fermée. Il parlait au téléphone. Je l'ai entendu dire, sa voix se brisa. Il a dit, quand Val entrera au Black, tout s'arrêtera. Ses épaules se mirent à trembler. C'est là que j'ai compris à quoi servaient vraiment mes missions. Elle leva le visage. Ses larmes avaient tracé des sillons propres à travers la poussière de ses joues. Elle ne sanglotait pas. Elle pleurait comme pleurent les enfants, qui ont déjà appris que les sanglots ne servent à rien. Je ne vous connais pas, monsieur. Pas encore. Mais je sais qu'ils ont tué mon papa. Papa m'a laissé un mot avant de mourir. Il m'a dit de ne pas faire confiance à monsieur Duval. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais trouver l'homme grand au manteau noir et lui donner la clé USB. Il a dit, l'homme grand a ses propres règles. Et il a dit qu'il cherchait aussi Ellie, parce qu'Ellie était dans l'appartement la nuit où ils sont venus chercher papa. Ellie les a vus. Il remonta la couverture encore plus haut sur sa bouche. Le sifflement de sa respiration s'était accentué. Tristan regarda la fillette qui avait été son ombre pendant 3 mois et qui, ce soir, avait refusé de devenir son bourreau. Ses yeux ancrés dans les siens s'ensillaient, effrayés, épuisés, d'une honnêteté absolue. Et pour la première fois depuis bien longtemps, cet homme qui avait cessé de croire en l'honnêteté de quiconque, ayant dépassé l'âge de 12 ans, comprit que c'était lui qui recevait une seconde chance. Tristan plongea la main dans l'autre poche intérieure de son manteau et en sortit un appareil fin, noir mat, de la taille d'un livre de poche. Aucun logo, aucune marque, aucune touche usée par les années. Il avait été fabriqué pour lui par un homme à Zurich qui n'en concevait que 3 par an et facturait chacun d'eux plus cher que ce que la plupart des familles gagnaient en une décennie. Il le posa sur le béton devant lui et l'alluma. L'écran s'éveilla dans une lueur rouge terne qui n'atteignait pas le petit sur sa couverture. « Qu'est-ce que c'est » chuchota Nora. « Un outil. » Il ne leva pas les yeux, ne dit plus un mot. Il glissa la clé USB dans le port latéral. La machine la décoda, l'analysa, décréta que ce n'était pas un piège et l'ouvrit. 3 dossiers, transaction, traître, assurance. Tristan fixa ce dernier mot un instant. Assurance. Thomas Benet avait un sens de l'humour très discret. Les enfants, Tristan le comprit immédiatement, n'étaient pas l'assurance. C'était le dossier qu'il était. Thomas avait laissé une trace de tout pour que celui qui l'ouvrirait y trouve également la raison absolue de protéger ce que lui-même ne pouvait plus défendre. Il ouvrit d'abord le dossier transaction. L'écran se remplit de lignes, de dates, de montants, de codes de virement, de numéros de compte, par centaines. Il fit défiler 2 ans de flux financiers de la famille Val, de l'argent propre transitant par des restaurants, des prêts immobiliers, des importations, des parkings et un lavomatique à Belleville qui n'existait que pour perdre de l'argent sur le papier. Il connaissait chacun de ces mouvements par cœur, il les avait tous signés. Pourtant, à l'extrémité de chaque ligne, dans une colonne qu'il n'avait jamais validée sur aucun livre de compte et qu'aucun comptable ne lui avait jamais soumise, figurait un second virement. D'abord minime, 2% d'une commission, 4% d'une cargaison, de simples erreurs d'arrondi, le genre de détails qui s'évaporent si personne ne s'avise de les chercher. Puis les chiffres grimpaient de 6, 9 à 11%,
Chacun de ces seconds virements menait à la même destination, un compte numéroté et anonyme aux îles Caïmans. Tristan fit défiler les données jusqu'en bas de page et lut le montant total cumulé. 47 millions d'euros. 47 millions de son propre argent, détourné de sa propre organisation, sous ses propres yeux, en l'espace de 24 mois. Sa main serra le bord de l'appareil jusqu'à ce que le boîtier craque. Il força sa main à se desserrer. Les enfants le regardaient. Ellie s'était figée, parfaitement immobile. Les yeux de Nora n'avaient pas quitté son visage. Il ne laissa transparaître aucune émotion. Il ferma le dossier, ouvrit le fichier texte intitulé « Traître ». Sinon, avec une colonne à côté de chacun pour le poste, les années de service et le dernier point de contact connu. Ray, Clément, Ortega, 2 noms qu'il avait lui-même promus l'année dernière, un 5e qu'il avait personnellement défendu lorsque la vieille garde voulait l'évincer. Et tout en haut de la liste, écrit avec la même police de caractère standard que les autres, comme s'il s'agissait d'une simple ligne de plus. Marcus Delmas, conseiller de Tristan Val, 14 ans de service. Tristan ferma le dossier sans ouvrir la section sécurisée. Il lirait cela plus tard, seul, là où le tremblement de sa main n'aurait pas d'importance. Près de la lanterne, Ellie toussa. Ce n'était pas une toux d'enfant. C'était le bruit humide et déchirant de poumons qui avaient trop travaillé depuis trop de jours dans un air qu'il n'aurait jamais dû respirer. Le garçon se plia en deux, appuya son front contre ses genoux et attrapa l'inhalateur au capuchon orange d'une main d'une maigreur extrême. Tristan ne le vit pas prendre sa bouffée. Il vit simplement le petit compteur descendre à 3. Le calcul se fit tout seul dans sa tête pendant le temps qu'il fallut à l'enfant pour expirer. Retourner chez lui n'était pas une option. Sa propriété de Marne-la-Coquette portait les empreintes de Marcus Delmas sur chaque poignée de porte. Sa voiture était pistée. Son chauffeur obéissait à un planning rédigé par Marcus. Les planques répertoriées dans le registre du bureau y étaient inscrites noir sur blanc, ce qui signifiait que Marcus les connaissait, ce qui signifiait que Caïn les connaissait, ce qui signifiait que chacune d'elles était une tombe fraîchement creusée. Tristan retira la clé USB de l'appareil, la glissa de nouveau dans sa poche intérieure à côté du couteau pliable, juste au-dessus du battement régulier d'un cœur à qui l'on venait d'apprendre qu'il vivait dans une cage construite par un autre. Puis il regarda les 2 enfants de l'autre côté de la lanterne et élabora un tout autre plan. Le téléphone personnel de Tristan resta dans sa poche, éteint, intouché. Le moindre signal envoyé depuis cette cave aurait placé un point sur une carte sur un serveur auquel Marcus Delmas aurait pu accéder en 90 secondes. À la place, il glissa sa main dans la doublure de son manteau, dans une fente que seul son tailleur connaissait, et en sortit un téléphone à clapet de la couleur d'un vieux café. Il avait été activé une seule fois, 2 ans plus tôt, et n'avait jamais servi. Ce numéro n'était mémorisé que par un seul homme en vie. Il ouvrit le clapet, laissa sonner 2 fois. « Cette ligne », dit une voix aussi rauque que du gravier. Dominique Roussel ne disait jamais bonjour. « Dom, écoute ». Le silence à l'autre bout du fil changea immédiatement de nature. Dom avait été le conseiller du père de Tristan avant de devenir celui de Tristan. 30 ans de maison, au service d'une seule famille, apprennent à un homme à faire la différence entre le patron utilisant sa voix normale et le patron utilisant la voix de celui qui vient de voir le sol se dérober sous ses pieds. Je t'écoute. Que personne ne sache que je suis en vie. Personne au sein de la famille. Ni Marcus, ni Ray, ni le chauffeur, ni la permanence de nuit. Compris. J'ai besoin d'un véhicule banalisé. J'ai besoin d'une planque qui ne figure sur aucune liste que le bureau ait jamais vue. Et j'ai besoin de Bella qui sobre ici, dans moins d'1 heure. On te l'amène ou tu vas à elle? On m'amène. Au hangar d'Aubervilliers. Entrée de service par l'impasse. Appel de phare 2 fois devant la palissade. Et attends. Une pause. Tristan, tu es blessé? Je suis intact. 2 civils m'accompagnent. L'un est malade et a du mal à respirer. Apporte un inhalateur, de la ventoline, dose pédiatrique. N'en parle pas encore à Maurice. Il va bien. Je ne veux simplement pas qu'il soit dans la boucle pour cet appel. Compris. 40 minutes. Dom. Oui, tu ne m'as pas demandé pourquoi. Je sais pourquoi vous m'avez appelé sur cette ligne, patron. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus pour l'instant. Un clic retentit. Tristan replia le téléphone et le rangea. C'était pour cela, pensa-t-il, qu'un homme comme Dominique Roussel respirait encore à 55 ans dans un milieu qui laissait rarement un conseiller atteindre la quarantaine. Il posait les bonnes questions et évitait les mauvaises. Il regarda Nora. 40 minutes.
Nous ne pouvons pas rester dans cette pièce. Ton frère a besoin d'un autre air que celui-ci. Elle acquiesça de la tête, déjà debout, ajustant déjà la couverture autour des épaules d'Ellie. Il y a quelqu'un là. Oh, elle a du chauffage. Et une fenêtre qui s'ouvre. Qui? Madame Delannoy, au 4e étage. C'est la seule qui reste dans l'immeuble à part nous. Tristan prit Ellie dans ses bras. Le garçon ne pesait presque rien. Il pesait moins que le manteau que Tristan portait. Ce constat lui fit un pincement au cœur. Une sensation qu'il refoula aussitôt, sans chercher à l'analyser. Ils gravirent 4 volets de l'escalier de service. Nora marchait devant. Tristan la suivait, l'enfant blotti contre son épaule, reconnaissant à chaque palier de sentir le souffle laborieux mais chaud d'Ellie contre son cou. Au 4e étage, Nora s'arrêta devant une porte peinte du même beige administratif que toutes les autres du couloir, à ceci près que celle-ci arborait un petit ange en céramique collé sur le heurtoir. Elle frappa selon un rythme bien précis. Un coup long, 2 courts. La porte s'entr'ouvrit, retenue par la chaînette de sécurité. Un œil bleu pâle apparut derrière d'épais verres progressifs. Le verrou fut libéré, et la porte s'ouvrit en grand. Une femme vêtue d'un grand gilet gris se tenait sur le seuil. Elle regarda Nora, puis Ellie. Son regard remonta ensuite lentement le long du grand manteau noir de Tristan, devinant presque à coup sûr l'arme invisible qu'il portait sous l'étoffe. Jusqu'au visage de l'homme qui portait l'enfant. Elle ne sursauta pas, ne recula pas. « Vous êtes l'homme de la photo que Thomas m'a laissé. » Tristan resta immobile, entré avant que l'on nous entende dans le couloir. Son appartement sentait la camomille et les vieux livres. Elle referma la porte, la verrouilla et se dirigea sans un mot vers un buffet dans l'étroit salon. Derrière le cadre d'une photo représentant une femme bien plus jeune en uniforme d'infirmière, elle sortit une petite enveloppe, à peine plus grande qu'une carte à jouer, scellée par une goutte de cire. Elle la glissa dans la main libre de Tristan. « Thomas m'a laissé ça il y a 3 mois. Il m'a dit qu'un homme viendrait le chercher et que je le reconnaîtrais dès que je le verrais. Il avait raison. » Tristan glissa le pouce sous la cire. Une petite clé en laiton, un numéro gravé, les initiales d'une banque privée du boulevard Haussmann. Un coffre-fort. Il leva les yeux vers elle. « Madame Delannoy, pourquoi nous aidez-vous » Elle n'hésita pas une seconde. « Parce que j'ai été infirmière pendant 41 ans. Parce que votre mère est morte la nuit de votre naissance. Et que c'est moi qui vous ai remis dans les bras de votre père. Parce que je sais, monsieur Val, quand un enfant a vraiment besoin d'être protégé. » Ils attendirent dans la cuisine de Madame Delannoy, car elle n'avait pas de fenêtre donnant sur la rue. Par habitude plus que par hospitalité, la vieille dame mit la bouilloire à chauffer. Ellie but de l'eau tiède avec du miel dans une tasse ébréchée, et sa respiration s'apaisa d'un cran. Nora s'était assise tout contre Tristan sur une chaise en bois, et à un moment donné de ces 40 minutes, sa petite main avait trouvé sa manche pour s'agripper fermement à son poignet. Elle ne le lâcha plus. À 22h10, le téléphone prépayé dans la poche de Tristan vibra une fois contre ses côtes. Il n'eut pas besoin de l'ouvrir. Une seule vibration signifiait que Dom l'attendait devant la palissade. C'était l'heure de partir. Il se leva. Nora se leva en même temps que lui, toujours agrippée à son poignet. Madame Delannoy se leva plus lentement de sa chaise. Elle ne proposa pas de les accompagner, ne demanda pas où ils allaient. Elle posa simplement une main furtive sur les cheveux de Nora, de cette manière si particulière qu'ont les femmes de toucher ce qu'elles laissent partir sciemment. « Sois gentille avec lui, dit-elle, et dis à ton frère que Madame Delannoy lui demande de continuer à bien respirer. » Nora acquiesça sans un mot. Sur le pas de la porte, la vieille femme jeta un dernier regard à Tristan. « Vous avez la clé maintenant, monsieur Val. Il y a dans ce coffre bien plus de choses qu'on ne l'imagine. Thomas n'était pas un homme négligent. Je le sais. Allez-y. » Tristan souleva Ellie de la chaise de cuisine. La joue de l'enfant vint se poser contre sa clavicule sans aucune résistance, comme s'abandonne ce qui est à bout de force. Et pour la 2e fois de la nuit, ce poids si léger lui fit éprouver une émotion qu'il ne savait comment nommer. Ils n'empruntèrent pas l'escalier principal. Nora les guida en prenant le même escalier de service qu'à l'aller. Puis ils descendirent plus bas, dépassant la porte de la cave pour s'engager dans un passage souterrain dont Tristan ignorait l'existence. Un étroit tunnel de briques courait sous le pâté de maison. C'était probablement une ancienne conduite de vapeur partagée autrefois avec l'immeuble voisin, avant que celui-ci ne soit démoli. Le sol était sablonneux, couvert de vieux résidus de charbon. Le plafond était si bas que Tristan devait se courber. Nora avançait comme si elle avait toujours vécu ici. C'était probablement le cas. Le tunnel débouchait sur une trappe rouillée. Nora y plaqua son épaule de toutes ses forces. Rien ne bougea.
Tristan cala Ellie d'un seul bras pour l'aider à pousser. La trappe s'ouvrit sur une ruelle de service située derrière la limite de la propriété, à 2 pâtés de maison de la palissade de démolition, complètement hors de vue du 7e étage, où 4 hommes attendaient encore, en cet instant précis, quelqu'un qui ne viendrait jamais. Un SUV noir banalisé tournait silencieusement au ralenti à l'entrée de la ruelle. Ses feux étaient éteints. Alors qu'il s'avançait, la vitre du conducteur descendit d'1 centimètre. Le visage grave, sans un sourire, de Dom apparut. La portière arrière s'ouvrit de l'intérieur. Bella était déjà assise à l'arrière. Elle portait un manteau sombre sur ce qui ressemblait à un chemisier en soie, qu'elle n'avait visiblement pas prévu de quitter ce soir-là. Un porte-document en cuir était posé sur ses genoux. Son regard enveloppa Tristan, prit note de l'enfant endormi contre son épaule, de la petite fille au jean crotté, et elle ne posa pas une seule question. C'était aussi pour cela que Tristan la gardait à ses côtés. Il se pencha et déposa Ellie sur les genoux de Bella. Elle l'accueillit de la manière dont une femme accueille un enfant qu'elle a déjà résolu de défendre devant un tribunal. « À Chantilly », dit Tristan, « pas la maison de Senlis. L'autre, celle qui n'est enregistrée nulle part. Je vois laquelle. Appelle Maurice. Dis-lui que c'est de l'asthme, une crise modérée, 5 jours d'air pollué et de manque de sommeil. Envoie une voiture le chercher. Ne lui donne pas l'adresse tant qu'il n'est pas monté à bord. Compris ? Personne d'autre. Ni la famille, ni le bureau, ni Marc Delorme. » Le regard de Bella se redressa au son de ce dernier nom. Leurs yeux se croisèrent et s'ancrèrent pendant une seconde entière. Elle hocha la tête. Tristan se retourna pour installer Nora à côté d'elle et s'aperçut que la petite n'avait pas lâché sa veste. Ses petits doigts étaient devenus tout blancs à force de serrer le tissu. « Où est-ce que tu vas ?» Sa voix était redevenue minuscule. Il s'agenouilla à sa hauteur dans la ruelle, dans le froid, un genou dans une flaque dont il ne sentirait l'humidité que plus tard. « Je dois retourner au travail, Nora. J'ai des choses à régler. Ils vont te tuer. Ils vont essayer. » Son menton se mit à trembler. Il la regarda lutter contre ses larmes et l'emporter. « Écoute-moi. » Il écarta doucement ses petits doigts serrés et prit sa main dans la sienne. De mémoire d'homme, c'était la toute première fois qu'il tenait la main de quelqu'un avec autant de douceur. « Je te promets une chose, et pourtant, je ne fais jamais de promesses. Tu m'écoutes ?» Elle hocha la tête. « Je te retrouverai. Je retrouverai ton frère. Personne ne vous touchera plus jamais. Ni l'un, ni l'autre. Plus jamais. » Il venait de le dire. Il venait de prononcer le mot promesse à un autre être humain pour la première fois depuis sa propre enfance. Et tandis que les feux arrière rouges du 4x4 l'emportaient, elle et l'enfant, au bout de la ruelle, Tristan Belmont comprit, avec un poids froid et lucide dans la poitrine, qu'un homme qui a fait une telle promesse ne peut plus mourir de la façon dont il l'avait planifié. Dominique le raccompagna lui-même. Ils ne s'adressèrent pas la parole dans la voiture. Il n'y avait rien à dire qui pût être dit avant que Tristan ne franchisse le seuil de sa propre maison, comme un homme qui rentrait tout juste de l'endroit où il avait prétendu être. L'histoire qu'il échafauda durant le trajet était simple. De cette simplicité propre aux mensonges bien ficelés. Il était allé dans un bar de Boulogne au lieu de se rendre au rendez-vous. Il avait changé d'avis au sujet de l'indicateur à 2 rues de là. Il s'était installé seul à une table tout au fond, avait bu 2 doigts d'un bourbon qu'il n'avait pas terminé et était rentré chez lui passablement irrité. Il se répéta ces détails mentalement jusqu'à ce qu'ils paraissent plus anciens et réels dans sa bouche que son véritable souvenir de la lanterne de la cave. Le portail du domaine Belmont, dans la vallée de Chevreuse, s'ouvrit à 11h42. Le crissement du gravier sous les pneus, la lumière du Porsche allumée, toute la demeure semblait exactement identique à ce qu'elle était à 10 à 9 heures lorsqu'il était parti, sauf que plus rien à l'intérieur n'était pareil. Il avait grandi dans cette maison. C'est d'ici qu'il avait conduit son père à sa dernière demeure. Chaque centimètre carré de marbre dans le hall d'entrée avait été choisi par un homme qui avait eu la certitude que son neveu grandirait aux côtés de son propre fils, comme s'il était son 2e enfant. Ce soir, en gravissant ces mêmes marches, Tristan comprit que la maison était occupée depuis des années et qu'il avait été le tout dernier à s'en rendre compte. Il laissa la porte se refermer derrière lui, sans se presser. Il déposa ses clés dans la coupelle en argent habituelle. Marc Delorme descendait déjà le couloir. Il était en bras de chemise, sans veste, la cravate desserrée, la tenue soigneusement étudiée d'un homme qui voulait donner l'illusion de s'inquiéter pour quelqu'un d'autre. « Patron », Marc s'arrêta à 2 pas de lui. « Mon Dieu, mais où étais-tu ? Je t'ai appelé une 12aine de fois. Nos gars à Melun m'ont dit que tu n'étais jamais arrivé. » Nos gars, Tristan enregistra l'information.
Marc était déjà au courant, ce qui signifiait que Ramos l'avait déjà appelé. Ce qui signifiait que Ramos avait ce numéro de téléphone bien avant ce soir. Tristan laissa un mince sourire fatigué étirer le coin de ses lèvres. Cela lui demanda un effort dont il ne mesurait le coût que plus tard. Un imprévu. J'ai changé d'avis. Dis-leur de rentrer. Le quartier ne m'inspirait pas confiance. J'ai vu ça. Marc s'interrompit et laissa échapper un rire. Un rire qui, n'importe quelle autre semaine de la vie de Tristan, aurait ressemblé à du soulagement. Tu aurais pu prévenir. On avait mobilisé tout le 7e étage pour toi. Et l'indicateur? Il n'y a pas d'indicateur, Marc. C'était un piège d'en face. Je l'ai senti à 3 rues d'ici. Je n'allais pas me jeter dans la gueule du loup. Le visage de Marc passa exactement par toutes les expressions attendues chez un conseiller loyal. De l'inquiétude, de la compréhension, puis une lueur de fierté face au flair de son patron. Tristan observa son manège de la même façon qu'on regarde une pièce de théâtre dont on connaît déjà le dénouement. « Malin », murmura Marc. « Très malin. Je leur dis de rentrer immédiatement. »« Très bien. Et Marc ? » ?»« Oui, patron. Je veux le nom de celui qui a déniché cet indicateur sur mon bureau demain matin. » Il dit cela d'un ton détaché, l'une de ces petites directives insignifiantes qu'un chef épuisé lance négligemment en se dirigeant vers l'escalier. Il soutint le regard de Marc, une fraction de seconde de trop pour que ce soit poli. Rien n'y passa, absolument rien, pas même un frémissement. C'était cela, plus que tout le reste, qui venait de le confirmer. À la première heure, répondit Marc. Tristan le dépassa dans le couloir, longeant les portraits de 3 générations de Belmont accrochés au mur, passant devant la photo en noir et blanc de son propre père à l'âge de 28 ans, puis pénétra dans son bureau. Il referma la porte derrière lui et resta là, le dos contre le bois, sans allumer la lampe. Dans l'obscurité, ses yeux fixèrent le mur couvert de photos. Combien de fois, pensa-t-il, combien de fois Marc s'était-il assis sur le fauteuil d'en face pour lui mentir effrontément sur une cargaison, sur un rival ou sur un homme qu'il fallait faire disparaître? Combien de ses propres soldats étaient aujourd'hui sous terre à cause d'ordres venus d'un autre, alors qu'on avait utilisé son nom à lui pour signer leur arrêt de mort? Il ne laissa pas la colère l'envahir. La colère, il le savait bien, brûlait, avec ferveur mais brièvement. Ce dont il avait besoin maintenant, c'était de sang-froid. Plus tard, en bas, la cuisinière servit un dîner tardif que Marc lui avait demandé de garder au chaud. Un bœuf braisé, accompagné d'une bouteille de Pomerol tirée de la cave. Marc raconta une anecdote qu'il avait déjà servie 100 fois, celle d'un prêtre de Bayeux et d'une Cadillac volée. Au moment de la chute, Tristan rit de bon cœur, et ce rire résonna exactement comme 2 ans auparavant, à l'époque où il croyait encore chaque mot de l'homme qui racontait l'histoire. De l'autre côté de la table, Marc remplit à nouveau leur verre. Dans le silence abrité par son sourire, Tristan Belmont commença à dresser la liste. Ramos, Calvi, Moretti, et les 2 noms les plus récents trouvés dans le dossier. Qui s'était occupé des papiers du Caïman? Qui connaissait l'emploi du temps du chauffeur? Qui avait eu accès aux clés de la cache de Senlis? Et tout en haut de la liste, gravé à l'encre indélébile, l'homme qui était en train de lui servir à boire. À 4 heures du matin à Belleville, dans un restaurant d'angle baptisé Chez Rosario, fermé depuis 10 à 7 ans mais qui continuait, sur le papier, à payer ses impôts fonciers via une société, Écran, qui en payait à une autre, elle-même détenue tout au bout de la chaîne par la famille Belmont. L'enseigne au-dessus de la porte affichait encore « Pâte fraîche depuis 1962 ». Les vitrines étaient masquées par du papier craft marron. La serrure de la porte arrière ne s'ouvrait qu'avec 3 clés uniques au monde. Tristan arriva le premier. Il fit couler du café dans la vieille cafetière italienne que le précédent propriétaire avait laissée sur la cuisinière. La cuisine exhalait une odeur d'huile rance mêlée à une très légère pointe d'ail. Le fantôme de 100 000 repas dominicaux planait dans cette pièce où il avait mangé petit, assis sur les genoux de son père. Il chassa cette pensée. Dominique arriva par la porte arrière à 4h10, Bella à 4h15, vêtue d'un manteau différent de celui qu'elle portait dans la ruelle. Ses cheveux étaient attachés, et son porte-documents semblait plus volumineux. Ils s'installèrent à l'une des 4 tables, encore recouverte d'une nappe à carreaux. Tristan fit glisser la clé USB sur le bois de la table vers eux. Il n'eut pas besoin d'expliquer ce que c'était. Il avait résumé la situation à Dominique en 2 phrases dans la voiture, au retour du domaine ce soir-là. Bella, elle, avait déjà été mise au courant lors d'un appel de 3 minutes passé depuis une ligne jetable qui n'existait plus. Dominique brancha la clé sur l'ordinateur de Bella. Celle-ci pivota l'écran pour que tout le monde puisse voir. Elle ouvrit le dossier des transactions
et fit défiler les lignes. Son visage resta de marbre. Elle était avocate. Ses traits avaient été entraînés à ne laisser filtrer aucune émotion. Elle ouvrit le dossier des traîtres. Dominique lut la liste. Il la parcourut 2 fois. Son visage se visa de son sang à la seconde lecture. D'où Jésus. Sa voix n'était plus qu'un murmure enroué. Hummus, Calvi. Et là, c'est Moretti. Moretti a porté le cercueil aux funérailles de ton père. Il a porté ton père sur ses épaules. Je sais. Le doigt de Dominique s'arrêta en haut de l'écran. Il ne prononça pas le nom qui y figurait. Il n'en avait pas besoin. Marc. Je sais, Dominique. Le vieux conseiller se renversa dans sa chaise et pressa la paume de ses mains contre ses yeux fermés. Pendant 1 minute entière, il garda le silence. Lorsqu'il retira ses mains, ses yeux étaient injectés de sang. Mais ce n'étaient pas des larmes. Dominique ne pleurait pas sur le sort des traîtres. Il les pleurait à la manière d'un homme qui pleure un fils qu'il avait pourtant tenté de mettre en garde. Ton père, fini par lâcher Dominique, aurait dû tordre le cou à son frère l'année où Marc a eu ses 9 ans. Je le lui avais dit. Il Maria Onès. Bella était restée silencieuse. Elle prit la parole d'un ton calme, où la sérénité n'était pas de la froideur, mais de la pure discipline. Légalement, ce dossier de transaction est une arme. 47 millions d'euros de mouvements de fonds non comptabilisés, datés, tracés et imputables à 6 personnes bien précises, dont ton propre conseiller. Devant un tribunal, cela suffirait à détruire Marc Delorme en un après-midi. Mais si cette affaire arrive devant un tribunal, elle vous emportera tous avec lui. Chaque recoin de l'organisation qui a généré l'argent qui a été détourné. Si tu donnes ça à un procureur, tu te livres toi-même avec lui. Il n'y a aucun scénario de procès public où Marcus s'en sorte tout seul. Tristan acquiesça d'un signe de tête. Il avait déjà fait ce calcul dans le noir la nuit précédente. Alors, on ne le donne pas à un procureur. On ne le donne pas à un procureur. Bella fut d'accord. Dom leva les yeux. Alors, on fait quoi? Tristan posa ses paumes à plat sur la table. On le laisse croire que ça fonctionne. Ils restèrent tous 2 immobiles. Il croit que je ne me suis pas pointé au Blackwater parce que j'ai eu peur. Il croit que je panique. Il croit que je ne sais rien pour le compte au Cayman, les 6 noms ou la clé USB. Pour l'instant, de son côté de la table, tout cela est vrai. On en reste là. Dom fronça les sourcils. Pendant combien de temps? Juste assez pour trouver le complice de l'extérieur. Les yeux de Bella se firent plus perçants. Tu penses qu'il n'a pas agi seul? Marcus Doyle ne cache pas 47 millions d'euros sur un compte offshore tout seul. Il n'a pas le réseau, il n'a pas les papiers. Quelqu'un lui a fourni ce compte. Quelqu'un assure ses arrières. Quelqu'un était sur les rangs pour hériter du royaume avec lui. Tristan fit tourner sa tasse de café d'un quart de tour sur sa soucoupe. Je veux ce quelqu'un à table le même soir que Marcus. Dom et Bella se regardèrent. C'était le genre de regard que 2 vieux collègues s'échangent quand l'un d'eux s'apprête à nommer le monstre que tous 2 prétendent ne pas voir depuis le début. Dom finit par dire « Victor Cain ». Tristan ne réagit pas. « Marseille », continua Dom. « La famille Cain, depuis 3 ans déjà. Chaque cargaison qu'on perd, chaque commissariat qui se rappelle soudain notre existence, chaque juge qu'on pouvait appeler autrefois. Dès qu'on regarde d'assez près, on trouve la trace de Cain. Je pensais que c'était une pression extérieure. Je me trompais. C'était une pression extérieure combinée à une porte que quelqu'un laissait ouverte de l'intérieur. » Tristan leva sa tasse, but une gorgée, puis la reposa. « Alors, ce n'est pas de la trahison, mes amis. » Sa voix était d'un calme plat. « C'est une guerre. Déguisé en costume de funérailles familiales, tapi dans ma propre maison, attendant le moment où je franchirai le pas de la porte en lui tournant le dos. » Bella referma doucement l'ordinateur. « Qu'est-ce que tu attends de nous ?» Tristan ne lâcha pas du regard l'écran désormais éteint. Tout, dès maintenant. La planque se trouvait au bout d'un chemin privé dans les Yvelines, à moitié dissimulé par un bosquet de chênes qui avait perdu leurs feuilles très tôt cette année-là. Pas de boîte aux lettres, pas de numéro sur la porte. L'acte de propriété appartenait à une société écran créée 9 ans plus tôt dans un but bien précis. Et personne au sein de l'organisation Bâle, à l'exception de Dom, de Bella et désormais de Tristan lui-même, n'en avait jamais connu le nom. Le docteur Maurice était venu et reparti avant l'aube. Il avait laissé derrière lui un nébuliseur, une nouvelle ordonnance, des instructions écrites avec ses lettres d'imprimerie bien droites, typiques d'un homme habitué à remplir des dossiers médicaux, et l'assurance tranquille donnée à Bella que le petit avait été sauvé de justesse avant que des séquelles permanentes n'affectent ses petits poumons. Il avait ensuite été conduit ailleurs sans qu'on lui dise jamais où il s'était rendu. Ellie dormait. Il dormait de cette façon propre aux enfants,
lorsque leur corps reçoit enfin le signal que l'urgence est passée et que l'air peut circuler sans avoir à lutter. Nora, elle, n'avait pas dormi. Elle était assise dans un fauteuil tiré près du lit, les genoux repliés sous elle, sa main serrant la petite main du garçon posée sur la couverture. Elle avait refusé par 2 fois la nourriture que Bella avait laissée sur la table. La 3e fois, elle avait mangé la moitié d'une tartine parce que Bella lui avait dit calmement qu'Ellie se sentirait mieux en se réveillant s'il voyait que sa sœur s'était nourrie. Nora l'avait cru. À 9 heures du matin, une voiture remonta l'allée. Le léger crissement des pneus sur le gravier, Nora redressa la tête. Sa main libre se glissa dans la petite poche de son jean, même s'il ne s'y trouvait rien pour se défendre et qu'elle le savait parfaitement. La porte au bout du couloir s'ouvrit, des pas qu'elle ne connaissait pas encore assez pour les identifier. Une voix dans la cuisine, « Bella ». Une autre voix, grave, lui répondit, puis cette seconde voix se rapprocha. La porte de la chambre d'Ellie fut poussée sans frapper, et Tristan Ball entra. Il s'était changé. Son long manteau noir avait disparu. À la place, il portait un pull gris foncé, une veste de laine pliée sur le bras. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il avait l'air d'un homme qui aurait pu habiter quelque part. Sur son épaule, il portait un petit sac à dos bleu marine tout neuf. Il le posa au pied du lit d'Ellie et mit un genou à terre à côté d'elle pour ne pas dépasser l'enfant assis dans le fauteuil. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il doucement. « Il a dormi », répondit Nora. « Le médecin a dit que ses poumons allaient mieux. » « Bien. » Tristan ouvrit le sac à dos. Il le fit lentement, comme un homme qui ouvre quelque chose en voulant qu'on le voie faire, et non comme quelqu'un qui manipule un paquet à la hâte. Il en sortit un par un, une boîte de 12 crayons de couleur neuf, encore scellés, un cahier de coloriage avec des dinosaures sur la couverture, un petit lapin en peluche aux longues oreilles et à la patte rapiécée, visiblement choisi parce qu'il avait l'air d'avoir déjà été beaucoup aimé, un roman cartonné avec un titre argenté, Le Jardin secret. Un autocollant doré dans le coin indiquant qu'il était destiné aux lecteurs de 8 ans et plus, et tout au fond, un sachet en papier blanc provenant d'une pharmacie. À l'intérieur, soigneusement alignés, 12 inhalateurs identiques orange et bleu, une année entière de respiration. Nora ne dit rien. Ellie bougea, ouvrit les yeux et vit Tristan agenouillé près du lit. Cette fois, il ne recula pas. Il regarda le lapin à la patte rapiécée, puis l'homme qui le tenait. Le coin de sa bouche s'étira légèrement. Le premier sourire que Tristan voyait sur son visage n'était pas grand-chose, à peine un frémissement. Cela le transperça de part en part. Il posa délicatement le lapin sur la couverture, au creux du bras de l'enfant. Ellie le serra contre lui sans un mot et referma les yeux, son léger sourire toujours là. Tristan se redressa. Nora ne l'avait pas lâché des yeux une seule seconde. « Monsieur ?» Il se retourna. « Vous êtes un homme mauvais, n'est-ce pas ?» Elle n'avait pas posé la question avec méchanceté, mais de la manière dont un enfant demande s'il va pleuvoir, cherchant simplement la vérité parce qu'il doit s'organiser en conséquence. Tristan resta silencieux un long moment. Il ne s'assit pas, ne chercha pas à enjoliver sa réponse, ne lui mentit pas. « Je ne suis pas un homme bien, Nora. J'ai fait des choses qu'aucun homme bien ne ferait, mais je connais la différence entre une personne qui mérite de vivre et une autre qui ne le mérite pas. Et toi et ton frère méritez de vivre plus que n'importe qui d'autre que j'ai croisé depuis bien longtemps. » Elle observa son visage, prenant tout son temps, puis murmura « Papa disait presque la même chose de vous. Il disait que vous aviez vos propres règles. Il disait que ces règles étaient la raison pour laquelle il pouvait nous confier à vous. » Tristan cessa de respirer. Thomas Bonnet n'avait pas été un comptable négligent. Thomas Bonnet avait été un homme qui, se sachant condamné, avait passé en revue chaque être humain qu'il connaissait sur cette terre pour choisir. Parmi eux tous, le nom d'un parrain de la pègre pour lui confier la toute dernière chance de ses enfants. On ne fait pas un tel choix par hasard. Tristan regarda la petite fille dans le fauteuil et comprit enfin la mesure exacte de la confiance qu'on lui avait témoignée en lui remettant cette clé USB dans une cave, la nuit passée. Ce n'était pas un hasard s'il avait été épargné, il avait été choisi. À 15 heures cet après-midi-là, Tristan était de retour derrière son bureau, ennoyé dans sa propriété de Seine-et-Marne, vêtu d'une chemise repassée le matin même par une gouvernante, qui ignorait que son patron n'avait dormi que 4 heures ces 36 dernières heures. Il avait convoqué la réunion lui-même, de vive voix au téléphone de la maison, convoquant 6 lieutenants sans préavis ni explication. « Venez ». Cela seul suffisait à mettre les nerfs de Marcus à vif. Un chef qui ne s'explique pas est un chef qui a déjà pris sa décision. Ils arrivèrent séparément entre 6h et 6h15.
se garèrent dans l'allée gravillonnée et entrèrent dans le bureau un par un. Dom se tenait près du buffet, impassible, sans rien servir. Tristan était assis derrière le bureau, ses paumes à plat sur le sous-main vert et sa veste boutonnée, comme son père le lui avait appris. Un homme qui boutonne sa veste devant ses propres hommes leur fait comprendre que ce n'est pas un dîner de courtoisie. Il détailla les 6 visages. Marcus Doyle à sa droite immédiate, comme au siempre, rasé de près. L'expression d'un homme légèrement inquiet pour un patron qu'il apprécie. Ray est juste à côté, à sa droite, le porte-parole du 7e étage du Blackwater, assis comme un homme qui vient de passer la nuit à prétendre être là où il n'était pas. Callahan à gauche, corpule, le teint rougeau. Le rire facile d'un homme que personne ne soupçonnerait d'être intelligent. Le 3e nom sur la liste du dossier. Puis 3 autres. Perron, Demo, Vitali. Tristan en avait déjà écarté 2 de son esprit. Quant au 3e, il continuait de le jauger. Tristan laissa le silence s'installer entre eux un instant de plus. Puis il parla. « Quelque chose est venu à ma connaissance ces dernières 48 heures. Je tenais à vous en informer avant que cela ne s'ébruite. » 6 paires d'épaules se détendirent légèrement. Les informer, le langage de l'inclusion. Celui qu'un homme emploie lorsqu'il fait confiance à ceux qui l'entourent. 3 d'entre eux le crurent aussitôt. Les 3 autres étaient bien trop rodés pour ne pas dresser immédiatement leur bouclier. Un de nos vieux comptables, Benoît. La main droite de Marc était posée sur la table, paume vers le bas, comme il se doit. Tristan n'a pas regardé la main, il a regardé son visage. Certains d'entre vous s'en souviennent. Un homme tranquille. Il a tenu nos comptes pendant très longtemps avant de prendre sa retraite. Vous vous rappelez qu'il est décédé il y a 3 semaines. De légers signes de tête autour de la table. Royer, trop rapide. Calas, trop lent. J'ai reçu une information hier, a continué Tristan d'une voix détachée, presque ennuyée, comme quoi Benoît ne serait pas parti aussi proprement qu'on nous l'a dit. Il semblerait qu'il ait laissé quelque chose derrière lui, une clé USB, des registres, nos registres, et il se pourrait que cette clé USB soit encore à l'intérieur du carré noir. Il n'a pas haussé le ton, il ne s'est pas penché en avant, il a laissé ses mots se poser sur le tapis vert dans cette pièce silencieuse, avec toute la lourdeur d'un verre d'eau qu'on dépose sur une table. Autour de la table, rien, et sous la table, exactement là où Tristan l'observait du coin de l'œil, sans tourner la tête, le pouce de Marc Duchesne a tapoté la surface du bois à 3 reprises. Toc, 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 une fois par an tout au plus, un homme parvient à voir le vrai visage d'un autre homme qu'il côtoie depuis une décennie. Tristan avait 11 ans la première fois qu'il avait remarqué le pouce de son cousin faire ce mouvement sur le banc d'une église, un matin d'enterrement. Pendant que Marc mentait à la mère de Tristan sur l'endroit où se trouvait un calice de communion volé, c'était le rythme d'un gamin pris sur le fait, en train de calculer comment s'en sortir. 11 ans d'âge, 26 ans plus tard, ce pouce n'avait pas cessé de croire que ce rythme fonctionnait. Tristan n'a pas laissé son regard descendre. Il n'a pas laissé son visage trahir ce qu'il venait de voir. Demain matin, a-t-il dit, je veux qu'une équipe retourne dans ce bâtiment. De haut en bas, chaque étage, chaque local, chaque box de stockage. Je veux cette clé USB dans ma main avant midi. Si elle n'y est plus, je veux savoir qui l'a prise et où ils sont partis. Patron, la voix de Marc est intervenue, douce comme de la crème. On a déjà envoyé 2 équipes fouiller là, bas. L'accès est condamné. Il n'y a plus rien. Alors, fouillez une 3e fois. Marc a soutenu son regard une fraction de seconde de trop. Il a hoché la tête. Compris. Royer, c'est toi qui diriges l'équipe. Oui, patron. Apporte-moi cette clé USB en main propre. Pas à Marc, pas à Calas. À moi, dans cette pièce, avant midi. Personne dans la pièce n'a manqué la portée de ce qu'il venait de faire. Il avait écarté Marc de la chaîne de transmission sans même prononcer son nom, fait en douceur, sur un ton de conversation ordinaire, un chef qui simplifie une tâche délicate. Un homme extérieur à l'affaire n'aurait absolument rien senti. Mais 3 hommes autour de cette table ont senti le sol se dérober d'un demi-centimètre sous leurs pieds, tout en gardant un visage totalement de marbre. Tristan s'est levé. C'était la fin de la réunion. Ils sont sortis. Marc lui a serré l'épaule en passant et lui a dit « Va dormir un peu, Tris, tu as l'air crevé. » « Je vais faire ça. » La porte s'est refermée. Tristan est resté debout devant la fenêtre, observant la file de voitures descendre l'allée vers la grille. Dom s'est approché de lui sans un bruit. « Chaque appel, » a dit Tristan à voix basse, les yeux fixés sur les feux arrière qui s'éloignaient. Chaque numéro, chaque contact,
chaque seconde de ces prochaines 24 heures. Je me fiche de savoir comment tu t'y prends. C'est déjà en route. Tristan a hoché la tête une fois. Puis, et seulement alors, il s'est permis de penser à ce pouce tapotant 3 fois sur une table en bois. Les feux arrière de la voiture de Marc n'avaient pas encore atteint le bout de l'allée que les gens d'Isabelle interceptaient déjà son signal. Isabelle n'a pas utilisé le matériel de la famille Valois pour cela. Elle a fait appel à une équipe de 3 personnes qu'elle gérait en toute discrétion depuis un bureau situé au-dessus d'une boulangerie à Belleville. Des gens dont les noms n'apparaissaient sur aucune liste de paix qui aurait pu remonter jusqu'à Tristan. Ils attendaient le numéro depuis l'aube. Dès que le téléphone de Marc a borné sur une antenne relais vers l'ouest sur l'autoroute A4, ils ont commencé à enregistrer le premier appel que Marc passait lui-même en haut-parleur depuis sa voiture, un numéro qui ne correspondait à aucun contact dans aucune base de données de la famille Valois, aucune ligne commerciale, aucun portable personnel répertorié sur une quelconque déclaration d'impôt ou acte de propriété dans toute l'Île-de-France. Un téléphone prépayé activé il y a 4 mois, utilisé depuis lors en moyenne 2 fois par semaine. Isabelle a apporté l'enregistrement chez Rosario à 3h10 à 7 du matin. Tristan était déjà là. Il était resté dans le restaurant fermé pendant 6 heures avec une tasse de café qu'il avait préparée sans y toucher, les lumières éteintes, et une main posée sur la vieille table en bois. Isabelle n'a pas dit un mot. Elle a installé son ordinateur, l'a tourné pour que les haut-parleurs soient face à lui et a appuyé sur lecture. Le bruit d'un moteur de voiture à vive allure, le léger sifflement de l'autoroute à travers une vitre fermée. Puis la voix de Marc, aussi calme que l'eau d'un lac. Bon, il dit qu'il y a une clé USB. Il dit que Benoît l'a laissée. Une pause. Une seconde voix a répondu, plus vieille, éraillée, la voix d'un homme qui avait fumé pendant très longtemps et qui laissait volontairement ce ton cassé dans sa gorge pour faire de l'effet. Où est-ce qu'il pense qu'elle est? Au Carré Noir. Il envoie une équipe faire une fouille à l'aube. Et elle y est? Je ne sais pas où elle se trouve. La voix de Marc ne s'est pas brisée. Elle s'est durcie. Il est entré dans ce bâtiment. Hier soir, il est sorti. Quelque chose cloche. Est-ce qu'il sait quelque chose ou pas? Je n'arrive pas à le cerner. J'avance le calendrier. De combien? De 3 jours. Une pause plus longue. La seconde voix à nouveau, plus lente à présent, pesant le pour et le contre. Si tu l'avances de 3 jours, tu vas faire ça à la va-vite. Mieux vaut à la va-vite que trop tard. D'accord. Tu règles ça proprement, de la manière convenue. Pas de corps, pas d'histoire, et tes 30% sont blanchis d'ici une semaine. Offshore, même structure. Compris, Marc? Oui. Et s'il s'en sort indemne après ce que tu vas faire, aucun de nous deux ne sortira vivant de ce qui suivra. Tu m'as bien compris? Je t'ai compris, Victor. L'enregistrement s'est arrêté. Isabelle a refermé l'ordinateur. Elle n'a pas regardé le visage de Tristan. Elle a laissé le silence faire son œuvre. Tristan n'a pas bougé. Il ne s'est pas levé, il n'a pas juré, il n'a pas frappé du poing sur la table en bois qui trônait dans ce restaurant depuis l'époque de son grand-père. Ses mains sont restées là où elles se trouvaient depuis 6 heures. Paume vers le bas, la droite reposant doucement sur la gauche. Remets-le. Elle l'a relancé une 2e fois. Elle l'a relancé une 3e fois. Quand la 3e fois s'est achevée, Tristan a enfin bougé, a pris son café et en a bu une gorgée. Il était froid, mais il l'a bu quand même. 30%, a-t-il dit doucement. 30% de la famille Valois pour Marc, et le reste pour Victor Caïn. Oui, il ne comptait pas seulement me tuer, Isabelle, il comptait me vendre. Oui, Dom était entré à un moment donné pendant la 2e écoute. Il se tenait à présent sur le seuil entre la salle du restaurant et la cuisine, une main sur le montant de la porte, l'autre le long du corps. Il n'avait entendu la voix de Victor Caïn qu'une seule fois dans sa vie, 30 ans auparavant, dans la salle d'attente d'un hôpital, pendant que le père de Tristan luttait contre une pneumonie. Il ne l'avait jamais oublié. Il attendait ça, a dit Dom. Depuis très longtemps, Tristan a tourné la tête vers l'homme plus âgé. Dom, j'ai besoin que tu me dises quelque chose. Sincèrement, comme tu le disais à mon père. Tout ce que tu veux, patron. Pourquoi Marc me déteste-t-il autant? Dom a expiré profondément. Ce n'était pas un soupir. C'était simplement libérer ce souffle qu'il retenait depuis une bonne vingtaine d'années, sans jamais avoir osé mettre des mots dessus. Ton grand-père a eu 2 fils, Tris. Tu le sais bien. Ton père, Michel, et son frère cadet, Paul. Marc est le fils de Paul. Je sais. Ton grand-père a choisi Michel. Il a choisi ton père pour s'asseoir en bout de table. Et il l'a annoncé à Paul lors d'un baptême, devant le prêtre et la moitié des oncles. Paul ne s'en est jamais remis.
Il s'est noyé dans l'alcool et a fini dans une tombe précoce quand Marc avait 9 ans. Et Marc a grandi dans le même quartier que toi. Il te regardait partir pour l'école privée dans la même voiture qui l'emmenait, lui, à l'école publique. Et pendant tout ce temps, sa mère lui répétait chaque soir que la place sur laquelle tu t'assiérais un jour avait été volée à son père. La voix de Dom s'est faite plus rauque. Ce n'est pas toi qu'il déteste, Tristan. Il déteste une décision que son propre grand-père a prise dans les années 60. Tu te trouves juste être le visage que porte cette décision. Tristan est resté de marbre. Alors, je ne suis pas seulement en train de faire tomber un traître, c'est ça? Non, patron. Tu es en train de refermer une blessure restée ouverte bien avant ta naissance. Tristan a reposé la tasse vide. Sa voix, lorsqu'il a parlé, était presque douce. Très bien, on va la refermer. Tristan a dormi 90 minutes dans l'arrière-boutique de chez Rosario sur un canapé en cuir qui sentait le tabac de pipe. Il s'est réveillé à 6h40, s'est lavé le visage dans l'évier de la cuisine et a demandé à Dom de l'emmener par la nationale 110 à 8 jusqu'à Versailles avant que les embouteillages du matin ne bloquent tout. Il n'a pas dit à Isabelle où il se rendait, il n'a prévenu personne à la maison. Il n'a pas utilisé le téléphone prépayé, il s'est contenté d'y aller. La planque était silencieuse lorsqu'il a passé la porte d'entrée. L'aérosol ronronnait doucement quelque part dans le couloir. L'associée d'Isabelle, une femme prénommée Paulina, qui avait été ambulancière à Cracovie avant toute autre chose, lisait assise à la table de la cuisine et s'est levée sans dire un mot en l'apercevant. Elle a désigné la véranda du doigt. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Nora était assise en tailleur sur le tapis. Son cahier de coloriage tout neuf était ouvert devant elle, un crayon vert à la main. Le lapin en peluche à la patte recousue était posé contre son genou, le regard tourné vers le dehors, comme si on lui avait confié une mission. Elle a levé les yeux quand la porte coulissante s'est ouverte. Elle n'a pas souri. Elle n'était pas encore prête pour ça, mais ses épaules se sont abaissées d'un demi-centimètre. Et Tristan, qui avait appris à lire sur les épaules bien avant d'apprendre à lire des livres de contes, a perçu ce demi-centimètre comme un accueil. Elle va mieux? Nora a jeté un regard vers le couloir. Elle a mangé du porridge. Elle a demandé si tu allais revenir. J'ai dit que oui, c'est ce que je lui ai dit. Tristan s'est assis par terre et non sur une chaise. Il a plié ses longues jambes comme le fait un homme qui ne s'est pas assis au sol depuis 20 ans et qui est bien décidé à ne pas le laisser paraître. J'ai encore une chose à te demander, Nora. Après ça, tu n'auras plus à penser à tout cela pendant un long moment. D'accord. Elle a refermé son livre de coloriage et a posé son crayon de couleur dessus. D'accord. Quand ils t'ont engagé pour me surveiller, quand Monsieur Duclos est allé au motel pour te faire sa proposition, et pendant que tu faisais les courses, est-ce que Marc était le seul homme que tu as rencontré, ou est-ce que quelqu'un d'autre s'est présenté? Elle a réfléchi, sans se presser. Elle a fermé les yeux comme il l'avait vu le faire à Rochenoir, comme si elle parcourait son propre esprit, avançant pas à pas dans un long couloir. Il y en a eu un autre. Dis-moi. Il est venu une seule fois, au tout début, au restaurant de l'avenue de la République, celui avec l'enseigne bleue. C'est Monsieur Duclos qui l'a amené. Il n'a pas beaucoup parlé, il s'est contenté de me regarder, puis il a glissé une enveloppe à Monsieur Duclos sous la table. Et Monsieur Duclos m'a donné l'argent de la première semaine en le sortant de cette enveloppe. Elle a froncé les sourcils. Je ne l'ai pas aimé. Décris-le-moi. Elle a pris son temps. Grand, plus grand que vous peut être, plus vieux. Il avait les cheveux gris sur les tempes, mais encore foncés sur le dessus, poivre et sel. Elle s'est interrompue. Elle a touché le côté de son cou, juste sous l'oreille. Un petit tatouage, là. C'était un serpent. Un petit serpent noir enroulé sur lui-même, comme s'il dormait. Tristan n'a pas bougé. Il n'a pas scié pendant un long moment. Le serpent noir enroulé n'était pas un tatouage que Sergio Mancini avait choisi par hasard. C'était un tatouage que Sergio Mancini avait reçu des mains de son propre oncle dans un sous-sol de Marseille au printemps de 1984, la nuit où Sergio avait été initié au sein du clan Caïn. Chaque capot que Victor avait promu depuis lors avait été marqué de la même façon, au même endroit, avec la même encre. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un blason pour Victor Caïn. Sergio Mancini, le serpent. L'homme de confiance de Victor, celui qui gérait personnellement chaque aspect des affaires de Victor, exigeant à la fois un déni plausible et une loyauté absolue. L'homme qui avait rencontré une jeune fille dans un bistrot parisien et qui avait payé pour sa coopération avec de l'argent sorti d'une enveloppe. Ce n'était pas un accord que Marc Duclos avait conclu de son propre chef. C'était un pacte que Victor Caïn lui-même avait scellé par l'intermédiaire de son bras droit,
3 mois avant que le coup de roche noire ne soit censé avoir lieu. Tristan a regardé la petite fille en face de lui et a compris qu'elle venait de lui livrer, sans le savoir, le fil rouge qui reliait le côté parisien de la conspiration au côté marseillais en un seul nœud. Un nœud qu'aucun tribunal n'aurait jamais besoin de voir, car ce nœud lui suffisait amplement. Nora. Elle a levé les yeux vers lui, désormais hésitante face à ce long silence. « J'ai bien fait ?» Sa voix était redevenue toute petite. « Je me suis bien souvenu ?» La main de Tristan s'est levée lentement, car cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas fait un tel geste que son corps en avait oublié la chorégraphie. Il a posé la paume de sa main sur le sommet de sa tête. Ses doigts paraissaient immenses dans ses cheveux. Son contact était si léger qu'elle aurait dû se concentrer pour en sentir le poids. C'était le premier geste de douceur qu'il faisait envers un enfant de toute sa vie d'adulte. « Tu n'as pas seulement bien fait, Nora. » Sa voix était basse, et pour la première fois, totalement désarmée. « Tu viens de sauver plus de vies que tu ne le sauras jamais. » Elle a levé les yeux vers lui, et, pour la toute première fois depuis qu'une lampe de poche de sous-sol avait projeté sa lueur jaune sur son visage sale, Nora Benet a souri. Un vrai sourire, timide, fugace, vite disparu, mais bien réel. Cet après-midi-là, ils se sont réunis tous les trois dans l'arrière-boutique de chez Rosario pour la 3e fois en 2 jours. Tristan avait apporté une carte. Il n'en avait pas l'habitude. Il préférait garder la géographie dans sa tête. Ce soir, c'était différent. Ce soir, tout devait figurer sur le papier pour qu'aucun détail ne repose uniquement dans la mémoire d'un seul homme. Il a déplié la carte sur la vieille nappe à carreaux tchécoslovaques. Le port de Gennevilliers, le quai sud de la Darse, le poste 94, un terminal commercial abandonné appartenant à l'organisation BAL via une cascade de sociétés écrans. Il n'était plus en service depuis 6 ans. Marc connaissait ce quai. C'était lui qui en avait validé l'achat à l'époque. Marc y croirait. Tristan a posé un doigt au milieu du quai. Ici, dans 2 nuits, à 3 heures du matin. Dom a regardé la carte, puis Tristan. Qu'est-ce qu'il y a dans 2 nuits à 3 heures du matin? C'est là que je vais dire à Marc que je dois rencontrer un ponte de Lyon qui m'a proposé des infos sur une fuite au sein de notre organisation. Un rendez-vous discret. Pas de lieutenant. Je vais dire à Marc que je ne viens qu'avec lui parce qu'il est le seul en qui j'ai confiance. Bella a tout de suite compris. Son regard s'est assombri. Tu lui offres le terrain. Je lui offre le terrain. Marc ne fera pas le coup lui-même. Il appellera Caïn dans l'heure. Et Caïn enverra Sergio Mancini. Sergio viendra avec des tueurs. Marc sera à leur côté et s'attribuera tout le mérite. Il parlera avant de presser la détente. Les hommes comme Marc parlent toujours avant de presser la détente. C'est le seul moment de plaisir qu'il attend depuis 26 ans. Dom a posé ses 2 mains à plat sur la table. Non, Tristan. Tristan n'a pas levé les yeux. Dom, non. Tristan, écoute-moi. Tu veux vraiment te tenir seul sur un quai dans le noir et laisser un homme armé s'approcher de toi? Et tu veux parier que la fenêtre de tir qu'on prépare pour Don Russo et la BRI va s'ouvrir à la seconde près? C'est ça. Un faux pas, un tueur qui tire avant le signal, une rafale de vent qui emporte une voie dans la mauvaise direction, et tu es mort sur un quai qui appartient à ta propre famille. Et après quoi? Qu'est-ce que je vais dire à ces 2 gamins à Chantilly? Le silence s'est installé dans la pièce. Bella s'est tue. Elle connaissait Dom depuis 12 ans. Elle ne l'avait pas entendu élever la voix contre Tristan une seule fois durant toutes ces années. Tristan a levé les yeux vers le visage du vieux conseiller. « Je sais, Dom. Alors, utilise la clé USB. On a 47 millions de preuves. Sinon, des mouvements internes. On enferme Marc dans une pièce, on lui met le livre de compte sous le nez, et on le livre à nos propres hommes, de la façon dont ton père réglait le compte des traîtres. Personne ne traîne sur un quai, personne ne meurt, ni ce soir ni jamais. » Et Victor Caïn, la bouche de Dom s'est refermée. Dom, si on s'occupe de Marc en interne, Caïn s'en sort indemne. Caïn rentre chez lui à Marseille, s'installe à sa table et attend 6 mois. Ensuite, il trouve un autre Marc. Peut être un meilleur, peut être un type comme Royer, qu'on n'a pas encore démasqué, ou quelqu'un qu'on n'a même pas encore promu. Et dans 1 ou 2 ans, ce sera mon enterrement. Et ces 2 gamins seront assis au premier rang d'une église, pendant que le type qui a signé mon arrêt de mort dînera tranquillement au Fouquet's. Tristan s'est penché en avant sur la carte. Si on ne s'en prend qu'à Marc, on ne pense que la moitié de la blessure. Caïn la rouvrira dès qu'il commencera à s'ennuyer. Je ne veux pas passer les 10 prochaines années de ma vie à attendre le prochain coup de feu. Je les veux tous les 2 au tapis le même soir, avec des vidéos, des enregistrements audio,
les menottes de la PJ au poignet, et une chaîne de preuves telle que même le fils d'un sénateur ne pourrait pas s'en sortir. Le silence a plané dans la pièce. Bella a pris la parole la première, doucement, comme une femme qui pose la main sur une plaque de cuisson pour en tester la chaleur. Il y a un moyen de faire ça sans que tu te retrouves jamais seul sur ce quai. Les deux hommes l'ont regardé. Un micro? Non, pas un micro ordinaire. J'ai un contact à la PJ. Depuis 7 ans. C'est le seul flic de la PJ à qui Tristan ait jamais transmis des infos par mon intermédiaire et il ne nous a jamais balancé. Il attend une occasion pareille depuis toujours. Une chance d'enfermer Victor Caïn dans une pièce avec des preuves solides, et ce, depuis bien avant que je ne le rencontre. L'agent Jallet, a dit Tristan. L'agent Jallet, il s'occupera de la surveillance. Audio. Vidéo au téléobjectif depuis le toit du silo à grains, de l'autre côté du bassin. Une équipe d'intervention sera postée dans un entrepôt, une rue plus à l'est, assez près pour intervenir sur le quai en 40 secondes dès qu'ils entendront le signal. 40 secondes, la mâchoire de Dom s'est contractée. 40 secondes, c'est une éternité quand on a un flingue braqué sur soi. Oui, Dom, je sais. La voix de Tristan était monocorde, implacable. Je sais ce que représentent 40 secondes. J'ai déjà passé 40 secondes à regarder des hommes que j'allais éliminer. Je sais mieux que quiconque ce qu'on peut faire en 40 secondes. Je vais leur donner une bonne raison de passer ces 40 secondes à parler. Marc va parler. Sergio va parler. Les hommes qui ont une balle prête dans le chargeur ne sont jamais pressés, messieurs. Ils savourent le moment. Dom a fermé les yeux. Que Dieu nous vienne en aide. On ne demande rien à Dieu, Dom. On demande à Jallet. Tristan a jeté un dernier coup d'œil à la carte. Dans 2 nuits. Quai 94. À 3 heures du matin. Chacun de vous recevra ses instructions ce soir. Et après cela, on n'en reparlera plus, sur aucune ligne, dans aucune pièce, entre 4 murs, jusqu'à ce qu'on y soit. Tristan a roulé vers Chantilly seul. Il n'a dit à personne où il allait. Le téléphone jetable est resté éteint dans sa poche de manteau. L'horloge du tableau de bord affichait 23h10 à 7 lorsqu'il a quitté la route principale. Et la première neige de la saison commençait à tomber devant les phares en flocons lents et hésitants, de cette neige qui n'a pas encore décidé si elle allait tenir au sol. Pauline ouvrit la porte avant même qu'il ne frappe. Elle ne parut pas surprise, s'effaça simplement et dit à voix basse « Le petit s'est endormi à 9 heures. Elle ne dort toujours pas. Je le sais. » Il trouva Nora dans la véranda. Cette fois-ci, elle n'était pas sur le tapis, mais blottie sur la banquette près de la fenêtre, les genoux ramenés contre la poitrine. Le livre de coloriage était posé, fermé, sur le sol. Le lapin en peluche à la patte recousue était serré contre son coude. Elle regardait la neige tomber. Elle l'avait entendu entrer dans le hall avant de le voir. Elle ne se retourna pas. « Il neige », dit-elle. « Je vois ça. » Ellie n'a jamais vu la neige depuis l'intérieur d'une maison chauffée, seulement à travers une fenêtre bouchée par du carton. Tristan traversa la pièce et s'assit à l'autre bout de la banquette, laissant un espace entre eux, non pas qu'il voulait mettre de la distance, mais parce qu'elle ne lui avait pas demandé de s'approcher. En 3 jours, il avait appris à la laisser décider où se situait la limite. De l'autre côté de la vitre, un unique projecteur de sécurité éclairait les flocons qui tombaient à travers les branches nues des chênes. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. La neige continuait de tomber. Quelque part dans la maison, la chaudière se mit en marche. « Tu vas quelque part ce soir ?» demanda Nora. « Oui, dans un endroit où les choses se décident. » Il pensa à lui mentir. Il regarda son profil se détacher sur la vitre sombre, la façon dont elle s'était elle-même tressé les cheveux ce soir parce qu'il n'y avait personne pour le faire à sa place, et il décida qu'il ne lui mentirait pas. Pas à elle, jamais. Oui. Elle tourna la tête vers lui. Ses yeux n'étaient pas humides, ils étaient très calmes, très lucides. Elle avait 8 ans, mais elle portait cette discussion comme un adulte porte un verre plein à craquer à travers une pièce bondée. « C'est possible que tu ne reviennes pas. C'est possible. » Elle hocha la tête une fois. Elle ne pleura pas. Elle accueillit simplement cette vérité et fit, en silence, le travail difficile de lui faire une place en elle. Le silence qui suivit n'était pas vide. C'était le silence de 2 personnes qui avaient découvert, en 4 jours, qu'elles étaient bien incapables de se mentir, et qui avaient arrêté d'essayer. Finalement, Nora prit à nouveau la parole. Sa voix était plus douce à présent, presque comme si elle lui transmettait un objet fragile. Papa disait toujours quelque chose. Je ne le comprenais pas de son vivant. Je crois que je le comprends ce soir. Dis-moi. Il disait qu'une bonne personne, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait jamais de mal. Une bonne personne, c'est quelqu'un qui sait quand s'arrêter pour réparer ses erreurs.
Tristan resta silencieux un long moment. Il avait appris l'arithmétique des voleurs à 23 ans. Il avait connu le poids d'une arme glissée au bas du dos. À 25 ans, il avait appris la chimie de la peur. À 30 ans, après 14 ans de commandement, on lui avait dit bien des choses, on avait voulu lui faire croire bien des mensonges. Mais jamais, au cours de toutes ces années, il n'avait entendu une phrase qui l'ait arrêté aussi nette que celle que cette petite fille venait de lui dire, assise au bord d'une fenêtre, tandis que la première neige de l'année tombait de l'autre côté de la vitre. Il glissa lentement la main sous son manteau. De la poche intérieure, à côté de son couteau pliant et du vieux portefeuille en cuir de son père, il sortit un petit insigne en argent, un objet ancien, ni cérémoniel, ni décoratif, un simple ovale de la taille d'une pièce de monnaie, gravé d'un blason que moins de 30 personnes dans le monde auraient été capables d'identifier au premier coup d'œil. Le blason de la famille Val, l'emblème que son grand-père avait reçu le jour de son initiation, puis son père après lui. Et le matin de ses 10 à 8 ans, dans une salle à manger silencieuse sous le regard de ses 3 oncles, Tristan l'avait reçu à son tour. Il l'avait porté dans la doublure de son manteau chaque jour durant 10 à 9 ans. Jamais il ne s'en était séparé, que ce soit pour prendre l'avion, pour un enterrement, une opération chirurgicale ou pour une femme. Il le lui tendit, la paume ouverte. Nora regarda l'insigne, puis le visage de Tristan. « Je veux que tu me gardes ça ce soir. » Ses petits doigts ne bougèrent pas tout de suite. « Si je ne suis pas de retour avant l'aube, et si c'est Don Bruzo qui se présente à cette porte à ma place, je veux que tu lui donnes cet insigne et que tu lui dises que c'est moi qui te l'ai demandé. Il saura ce que cela signifie. Il saura quoi faire pour toi et ton frère après ça. Il tiendra la promesse que je t'ai faite dans la ruelle. » Elle le prit à 2 mains, comme aussi elle comprenait déjà que ce qu'on lui demandait de porter n'était pas un simple morceau d'argent, mais la part de lui-même la plus difficile à abandonner. Ses petits doigts se refermèrent dessus. « Je te le rendrai demain matin, » dit-elle. Tristan la regarda longuement, puis se leva. Il ne dit pas au revoir. Aucun d'eux ne prononça ce mot. Il marcha jusqu'au seuil de la véranda. Là, il s'arrêta une seconde et se retourna. La petite fille sur la banquette près de la fenêtre, le lapin recousu, l'insigne en argent serré dans son poing et la neige qui continuait de tomber derrière elle. Puis il partit. Quai 94, 3 heures du matin. Le vent venant du bassin était d'un froid coupant qui traversait la laine. Un banc de brume s'était élevé du port 1 heure plus tôt, assez épais pour avaler les réverbères au sodium le long du quai et ne laisser que des halos flous suspendus dans les airs. Sous le quai, l'eau clapotait doucement contre les pilotis, selon un rythme lent et irrégulier. Tristan marchait seul sur le béton. Il portait à nouveau son long manteau noir, il l'avait mis délibérément. Un manteau que Marcus avait vu 1000 fois, un manteau que Marcus reconnaîtrait une dernière fois, cette nuit même où il pensait qu'il allait l'emporter. Sous son manteau, à même la peau, une bande de polymère plate courait du milieu de sa poitrine jusqu'au-dessus de sa hanche. Les gens de la DGSI la lui avaient installée à l'arrière d'une camionnette, dans une ruelle sombre près du vieux port. À minuit, elle enregistrait l'audio sur 4 canaux, transmettait sur un 5e, et restait invisible pour tous les scanners que les hommes de Victor savaient utiliser. On avait assuré à Tristan que le dispositif continuerait de fonctionner même sous l'eau. Il n'avait pas demandé jusqu'à quelle profondeur. Il s'arrêta au milieu du quai, les bras ballants, son souffle formant de la buée dans le froid. Il attendit 30 secondes, puis, à travers la brume, tout au bout du quai de béton, il entendit le bruit de portières qui claquaient. 2, puis une 3e. Puis le crissement discret de chaussures sur le gravier qui remontait la rampe. 5 silhouettes émergèrent de l'obscurité, 4 à l'arrière en ordre dispersé, une seule en tête. Marcus Doyle marchait d'un pas assuré. Il souriait avant même que Tristan ne puisse distinguer clairement son visage. Un sourire triomphant, sans retenue. Ce sourire qu'il n'avait eu le droit d'arborer dans aucune pièce de la maison de Tristan pendant 26 ans. Le sourire d'un gosse à un baptême à qui on aurait dit qu'il était en train de piquer la place de son père. Derrière lui, juste à son épaule droite, se tenait un homme plus grand, les tempes grisonnantes et le dessus de la tête sombre, laissant entrevoir une petite spirale noire tatouée juste au-dessus du col de sa veste en cuir. Sergio Mancini. 2 tireurs le flanquaient, 2 autres suivaient derrière, les mains déjà glissées sous leur manteau. Marcus s'arrêta à 5 pas de Tristan, assez près pour se faire entendre à travers la brume, assez loin pour que, si une arme devait être dégainée, elle le soit sans encombre. « Tristan », dit Marcus, et sa voix était douce, presque affectueuse. « J'attendais ça. Ce moment précis, j'en ai rêvé pendant 15 ans. Tu le sais, je le sais, on ne va pas se mentir.
Ton père t'a choisi, toi, plutôt que mon père, Tristan. Et ensuite, il t'a choisi, toi, plutôt que moi. 2 décisions. Tu as passé toute ta vie d'adulte à te préparer pour cette nuit, contre ces 2 décisions. Il aurait dû me choisir. Il m'a choisi parce qu'il connaissait la différence. La différence. Tu aurais brûlé la famille pour le fauteuil. Moi, j'aurais brûlé le fauteuil pour la famille. Il nous avait observés tous les deux autour de cette table depuis l'âge de 6 ans. Marcus savait que la décision n'avait jamais été difficile à prendre. Quelque chose de laide traversa le visage de Marcus et, pendant une seconde d'inattention, l'enfant tapi sous le conseiller refit surface. Et cet enfant était furieux. Et cet enfant était si petit, et cet enfant avait une arme. Il glissa la main sous sa veste et la sortit. Sergio Mancini laissa échapper un rire. Ce n'était pas un rire bruyant, mais le rire doux et admiratif d'un artisan qui regarde un autre artisan travailler. Rien de personnel, dit calmement la voix que Tristan avait entendue 3 nuits plus tôt sur l'enregistrement de Bella. Pas d'histoire, c'est la règle, Doual. Tu te souviens de la règle? Je m'en souviens. Marcus leva le canon de son arme. Il le leva lentement. Il voulait savourer l'instant. Comme Tristan l'avait prédit, il avait passé 26 ans à gagner le droit de prendre son temps, et il était bien décidé à ne pas se presser. Tristan baissa alors les yeux vers son propre poignet. Un simple coup d'œil au cadran de la montre en acier que son père lui avait légué. 2 heures, 59 minutes et 57 secondes. 56, 55. Il leva à nouveau les yeux pour ancrer son regard dans celui de Marcus. Dernière chance, Marcus. Baisse ton arme. Quitte ce quai. Je te laisse la vie sauve. Tu as ma parole. Tu ne garderas pas le fauteuil. Tu ne garderas pas ton nom, mais tu continueras de respirer. Le sourire de Marcus s'élargit encore. Tu n'es pas en position de m'offrir quoi que ce soit. La voix de Tristan était d'un calme absolu. Je sais. 50 secondes. 48. Je voulais juste que tu te souviennes plus tard que je t'ai donné le choix. Le pouce de Marcus se déplaça vers le chien de l'arme. À la 41e seconde, la brume s'embrasa. 8 paires de phares s'allumèrent au même instant depuis 8 angles différents, encerclant le quai comme un collier de soleil tombé du ciel. Plein phare. Projecteur. Un appareil photo doté d'un puissant téléobjectif, posté sur le toit du silo à grains de l'autre côté du bassin, se déclencha et commença à filmer depuis l'arrière de la rangée de voitures garées au sud. Les véhicules d'intervention avancèrent depuis la rampe de l'entrepôt, à l'est, dont Bruzo sortit du SUV de tête, suivi de 20 soldats du clan Val, armes au poing, mais aucune n'était dirigée vers Tristan. Depuis la jetée nord, Belacan Tizola tenait une caméra portative avec le calme d'une femme qui avait attendu toute sa carrière pour vivre exactement ce moment. Et depuis l'ouest, à travers un mégaphone, une voix que Tristan n'avait entendue jusqu'alors que sur une ligne cryptée résonna enfin à l'air libre. « Police nationale, posez vos armes !» Les mains bien en évidence. Marc Delorme ne baissa pas son arme. Il regarda pour la première fois Tristan Valette, et Tristan, à travers la brume, à travers la lumière, à travers les 5 petits pas qui séparaient sa vie de la haine de son cousin, lui rendit son regard pour la première fois de la nuit, avec un sourire qui n'avait absolument rien d'amical. Les 4 tireurs de Caron commirent l'erreur de leur vie, tous en même temps. Tous les 4 sortirent leurs armes. Aucun ne visa les uniformes. Ils visèrent Tristan. Les 3 premiers coups de feu retentirent sur le quai, presque à l'unisson. L'un des hommes de Serge tira dans la brume, manqua Tristan de moins d'1 mètre, et reçut une balle de la PJ en plein torse, tirée depuis le toit du silo, avant même de pouvoir corriger son tir. Le deuxième homme réussit un tir qui frappa le béton juste à côté du talon de Tristan, projetant des éclats contre son pantalon. Les tireurs ripostèrent depuis la rampe et le deuxième agresseur bascula en arrière par-dessus le garde-corps de la jetée pour s'écraser dans l'eau en contrebas. Le troisième homme de Caron eut à peine le temps de faire un pas pour se mettre à l'abri que 2 agents postés sur la jetée nord le fauchèrent d'une rafale coordonnée. Il ne se releva pas. Serge Mancini, plus âgé et plus rapide que n'importe lequel d'entre eux, ne tira pas. Il tenta de courir. Il fit 11 pas dans la brume avant qu'un tir de carabine venu du toit du silo ne lui transperce la cuisse, le jetant au sol, sur le béton froid. Un second agent fut sur lui en 4 secondes. Une botte sur l'épaule, son arme envoyée au loin d'un coup de pied. Tout s'est terminé en peu, être 9 secondes, ce qui laissait Marc Delorme n'avait pas bougé d'1 pouce durant l'affrontement. Il était resté là, debout, son arme toujours levée, toujours braquée sur la poitrine de Tristan, son visage ayant pris la couleur d'un papier mouillé. « Toi,
Sa voix trembla. C'était la première fois en 10 ans que Tristan l'entendait trembler. « Tu m'as piégé, tu m'as piégé, tu as amené les flics sur mon quai. Ce n'est pas ton quai, Marc, ça ne l'a jamais été. Tu les as amenés ici. Non. » Tristan n'éleva pas la voix, ne fit pas un pas en avant. Il resta exactement là où il se tenait depuis que la brume s'était illuminée, et quand sa voix s'éleva, elle était presque douce. « Non, Marc, je ne t'ai pas piégé. Tu t'es piégé tout seul la nuit où tu as accepté l'argent de Victor Caron, le matin où tu es passé devant le portrait de mon père sans t'arrêter, l'après-midi où tu as installé une gamine dans ma rue pour compter mes tasses de café en échange d'une enveloppe. Chacune de ces décisions venait de toi. Moi, j'ai seulement préparé la pièce où tu finirais par le faire devant une caméra. » Le bras entier de Marc tremblait. « Je vais te tuer quand même. Je sais. » Marc pressa la détente. Le bruit qui suivit ne fut pas celui de son arme, mais le claquement sec et mat du pistolet de Dominique Roussel, posté à une douzaine de mètres sur la gauche de Tristan. Un seul tir, net, exactement à la bonne hauteur. L'épaule de Marc fut projetée en arrière. L'arme vola en l'air, tourna une fois dans la lumière de la brume et retomba dans un tintement métallique sur le béton. Marc s'effondra une fraction de seconde plus tard, percutant le quai sur le flanc, serrant son articulation broyée. Il ne hurlait pas encore, laissant seulement échapper un gémissement sourd et hébété qui aurait pu être un mot, si un seul mot avait encore été à sa portée. Dom avança, son arme toujours levée. Il ne la baissa que lorsque 2 agents de la PJ eurent plaqué Marc au sol, ventre à terre sur le béton froid, un genou entre ses omoplates. Ce n'est qu'alors que Dom enclencha la sécurité et abaissa le bras. Il regarda Tristan par-dessus le corps sanglant de ce cousin qu'il connaissait depuis qu'il était gosse. Aucun d'eux ne dit mot. Isabelle remonta le quai, sa caméra tournant toujours, et un dossier sous son bras libre. Elle remit le dossier à l'agent Jalibert, qui venait d'apparaître derrière le fourgon garé à l'est. 47 millions d'euros de transactions offshore tracées, 6 traîtres identifiés, 2 ans d'annotation de la main de Marc dans les marges. L'enregistrement audio d'il y a 4 nuits. L'audio de ce soir. Tout était horodaté, corroboré et certifié. À compter de 10 à 9 heures hier soir. Jalibert prit le dossier sans le regarder. À la place, il fixa Tristan durant un lourd moment, d'un regard pesant, le regard d'un homme qui boucle un dossier ouvert depuis bien plus longtemps qu'il ne l'aurait souhaité, puis il hocha la tête une fois. « Les ordres sont d'actualité, » dit-il. « Nous intervenons sur la propriété de Caron d'ici une demi-heure. Les équipes sont déjà positionnées à Chantilly. Il ne s'y attend pas du tout. »« Parfait, » dit Tristan d'une voix basse. Victor Caron allait être arrêté. L'arrestation eut lieu à 3h34 du matin, alors qu'il était attablé dans sa cuisine, en peignoir, en train de manger des restes de côte de porc sortis du frigo. Il n'opposa aucune résistance. Il ne prit même pas la peine de se lever. Il se contenta de regarder les 2 agents à sa porte, posa son assiette et dit de cette voix rauque que Tristan avait entendue sur l'enregistrement d'Isabelle. Il était temps. Les 47 millions sur le compte des îles Caïmans allaient être gelés avant 5 heures du matin, heure de New York. Une partie serait réintégrée proprement dans le patrimoine légitime de la famille Valette, grâce au travail minutieux d'Isabelle au cours des semaines suivantes. Pour le reste, Tristan avait déjà décidé que cela irait ailleurs. Il n'était pas encore prêt à dire où. Les fourgons de la PJ emmenèrent Marc et Serge dans la brume à 4h06. Dom raccompagna Tristan, loin du quai à bord du même SUV banalisé qui avait sorti 2 enfants d'une ruelle de Belleville 4 nuits plus tôt. Aucun des 2 hommes ne prononça un mot. La neige avait cessé de tomber quelque part vers Poissy. Tristan, assis sur le siège passager, regardait l'autoroute Atrise plonger dans l'obscurité, sans ressentir ce qu'il s'était attendu à ressentir. Il avait gagné, sa maison lui appartenait de nouveau. L'homme qui avait attendu 26 ans pour le tuer était sous les verrous, l'épaule broyée. L'homme qui avait commandité le meurtre était traîné hors d'une cuisine de Seine-et-Marne en peignoir, et pourtant, Tristan Valette se sentait lourd, plus lourd qu'il ne l'avait été depuis 15 ans. Parce que quelque part dans les Yvelines, une petite fille était assise sur un rebord de fenêtre, une broche d'argent serrée dans son poing, à attendre l'aube. Et ce poids qui l'écrasait n'était pas celui de la victoire. C'était la prise de conscience, enfin, qu'une gamine de 8 ans était entrée seule dans un hall d'entrée 4 nuits plus tôt et avait accompli ce qu'aucun des hommes adultes autour d'elle n'avait réussi à faire en un demi-siècle. Elle l'avait sauvée et il allait passer le reste de sa vie à tenter de s'en acquitter. Le soleil se leva sur les Yvelines à 6h41, diffusant une lumière pâle et ténue qui donnait à la neige fraîche un reflet presque bleu là où elle reposait, immaculée,
le long de l'allée privée. Dom arrêta le SUV juste devant le Porsche sans couper le moteur tout de suite. Il resta assis, les deux mains sur le volant pendant un moment, puis il tourna les yeux vers Tristan et parla de cette voix basse, propre aux hommes qui ont jadis ramené le père de celui qui se tenait à ses côtés depuis bien plus d'un champ de bataille, il y a très, très longtemps. « Prends le temps qu'il te faut, patron. J'attends. » Tristan hocha la tête une fois, puis il sortit. Le gravier crissa doucement sous ses pas. Il ne sentait pas le froid à travers son manteau. Il ne sentait pas ses mains. Il ne sentait pas la légère brûlure à son mollet, là où un éclat de béton avait déchiré le tissu de son pantalon un peu plus tôt, laissant une fine traînée rouge qu'il n'avait même pas remarquée durant le trajet. Pauline ouvrit la porte avant même qu'il ne l'atteigne. Elle scruta son visage, y vit tout ce qu'il y avait à voir et s'effaça simplement sans dire un mot. Il remonta le couloir. La porte de la chambre de Nora était ouverte. La lampe sur sa table de chevet était encore allumée. Elle était restée allumée toute la nuit. Il comprit ce geste, de la même façon que sa mère laissait autrefois la lumière du Porsche allumée lorsqu'il était adolescent et qu'il n'était pas encore rentré. Nora était assise au milieu du lit, les jambes croisées, portant les mêmes vêtements que lorsqu'il l'avait laissée sur le rebord de la fenêtre. Elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient rouges, cernés d'une fatigue bien plus profonde que de simples pleurs. La broche d'argent des Valettes reposait au centre de sa paume ouverte. Ses doigts étaient relâchés, légèrement repliés autour d'elle. Elle l'avait tenu ainsi, il le voyait bien, pendant des heures. Elle ne l'entendit pas entrer. Ses yeux étaient fixés sur la broche. Il murmura son nom, une seule fois, très doucement. « Nora !» Elle leva la tête. Pendant une longue seconde, son visage resta de marbre. Elle le regarda comme on regarde une apparition que l'on n'ose pas encore croire réelle, attendant qu'elle prouve son existence. Œil pour œil, épaule contre épaule, le long manteau noir, sa main posée sur le montant de la porte, sa silhouette tout entière, bien réelle de la tête aux pieds. Puis, ses lèvres s'entr'ouvrirent, et le son qui s'en échappa ne fut pas un cri, mais le soupir d'un souffle retenu qui s'avouait enfin vaincu. Elle éclata en sanglots. Tristan l'avait vue traverser 4 jours de peur silencieuse et disciplinée, sans qu'elle verse une seule larme. Il l'avait vue regarder son frère s'asphyxier presque dans une chaufferie, et elle n'avait pas pleuré. Il lui avait demandé de lui raconter la pire chose qu'elle ait jamais faite, et elle avait répondu sans verser une larme. Il lui avait remis ses armoiries familiales au milieu de la nuit, en lui prévenant qu'il risquait de ne pas revenir, et elle n'avait pas pleuré. Elle pleurait maintenant, parce qu'il était revenu. Il traversa la pièce en 3 grandes enjambées. Il tomba à genoux au bord du lit, sans lenteur ni grâce, se laissant simplement choir comme tombe un homme à qui l'on annonce enfin qu'il peut déposer son fardeau. Il lui ouvrit les bras, et elle s'y jeta avant même qu'il n'ait fini son geste. Le petit poids chaleureux de son corps vint heurter sa poitrine, ses bras fins se nouèrent autour de son cou, son visage se blottit dans le creux de sa mâchoire, tandis que la broche d'argent, toujours serrée dans ses doigts, pressait sa clavicule de sa froideur implacable. Il resserra ses bras autour d'elle, s'accrochant de toutes ses forces. Quelque part dans le couloir, une petite porte grinça en s'ouvrant. Des pieds nus sur le parquet, un piétinement rapide et saccadé, parce qu'un petit garçon de 6 ans, dont les poumons guérissent à peine, ne peut pas courir de manière fluide. Il apparut sur le seuil de la porte dans un pyjama trop grand de 2 tailles, les cheveux ébouriffés d'un côté. Il jeta un coup d'œil à la scène devant lui, sa sœur blottie contre ce grand homme au manteau noir, tous deux assis par terre à côté du lit, et il n'hésita pas. Il traversa la chambre et se glissa au milieu d'eux sans demander la permission, à la manière d'un tout petit animal qui cherche le seul endroit chaud, restant par une froide matinée d'hiver. Et Tristan sentit le poids du petit garçon se caler contre son autre flanc, ses bras fins essayant de l'entourer de tout leur long. Tristan Vallée avait mis fin à des vies d'hommes dans des pièces bien plus glaciales que celle-ci, sans jamais rien ressentir en lui. Il n'avait pas pleuré à l'enterrement de son père, ni à celui de sa mère. Il n'avait pas pleuré non plus quand, à 10 à 9 ans, un prêtre à Saint-Denis lui avait annoncé que la fille qu'il pensait épouser s'était effondrée sur le carrelage d'une cuisine, emporté par un cœur dont personne ne savait qu'il était malade. Il pleura à présent, d'abord en silence, puis à fendre l'âme. Ses épaules se secouèrent une fois, puis ne cessèrent plus de trembler, tandis que les 2 enfants se cramponnaient encore plus fort à lui. Il n'essaya pas de retenir ses larmes, ni de parler pendant un long moment. Quand il y parvint enfin, il posa ses lèvres sur le sommet du crâne de Nora et murmura contre ses cheveux,
sentant le poids de la broche en argent qu'une petite main ferme avait serrée toute la nuit. Je suis revenu comme promis 2 semaines plus tard. En 2 semaines, l'organisation bal fut nettoyée de fond en comble. 3 des 6 noms figurant dans le dossier de Thomas Benoît furent transmis au procureur de la République par l'intermédiaire de Bella, intégrés directement à l'acte d'accusation de Mark Doyle. Leurs traces écrites étaient si compromises qu'aucun d'eux ne pouvait espérer devenir collaborateur de justice sans avouer des crimes qu'aucun accord ne couvrirait. 2 autres furent gérés en interne, en silence et sans obsèques. À l'ancienne, Dominique savait encore comment s'y prendre quand la situation l'exigeait. Le Couard, le plus jeune Perron, reçut un billet simple pour un petit village de Sicile. On lui fit comprendre qu'il pouvait passer le reste de sa vie à servir du vin aux touristes ou non. Le choix lui appartenait, mais il ne remettrait plus jamais les pieds en région parisienne tant qu'un membre de la BAL respirait en France. Dombruzzo devint sous-chef avant la fin de la 2e semaine. Il ne voulait pas de ce titre. Il l'accepta uniquement parce que Tristan le lui avait demandé et parce que Tristan n'avait plus personne d'autre dans l'entourage qui soit assez âgé pour se souvenir des règles de la famille qui comptaient avant que Marc ne commence à les réécrire. Et un mardi matin, lors d'une cérémonie discrète en présence d'un simple notaire privé et de Bella, Tristan Vallet signa les documents pour accueillir officiellement Nora et Élie Benoît chez lui. Pour le moment, leur foyer était la grande propriété dans les Yvelines. Non pas qu'il soit certain que cette demeure soit le lieu idéal pour 2 enfants. Il n'en était pas sûr du tout, mais c'était le seul endroit qu'il pouvait protéger. Et parce que Madame Lani, arrivée un jeudi après-midi, avec une unique valise et une photo encadrée d'une jeune infirmière dans son uniforme blanc empesé, dormirait désormais dans la chambre d'à côté. La maison n'avait déjà plus la même allure. Les pièces qui ressemblaient autrefois à des pages de catalogue de décoration étaient doucement colonisées par une paire de petites baskets d'enfants près de la porte de derrière, une boîte de crayons de couleur sur la table basse, un lapin en peluche à la patte recousue qui glissait du canapé en cuir 2 fois par jour. La gouvernante, qui travaillait pour la famille depuis 11 ans et à qui on n'avait jamais demandé de sécuriser le moindre placard pour des enfants, se surprit à chercher des verrous de protection sur Internet avec une moue de douce perplexité. La 4e nuit après leur emménagement, Tristan s'installa avec Nora dans la bibliothèque. Bella était assise en face d'eux, un dossier ouvert sur la table basse, des pages blanches, des tampons officiels, et rien de caché dans les petites lignes. Bella avait rédigé l'acte elle-même. Chaque clause avait été rédigée de manière à ce qu'un enfant puisse la comprendre et qu'on la lui lise à haute voix, ce qu'Isabelle s'apprêtait à faire. Nora écoutait attentivement. Elle avait 9 ans maintenant. Son anniversaire était tombé en plein milieu de ces 2 semaines et personne ne s'en était rappelé jusqu'à ce que Madame Delannoy trouve la date sur une copie du dossier médical d'Élie et prépare un gâteau ce soir-là, avec ce qu'elle avait sous la main dans le garde-manger. Nora avait plus pleuré pour ce gâteau que pour n'importe quoi d'autre depuis qu'elle était dans cette maison. Quand Isabelle finit sa lecture, elle posa le dossier et regarda Nora. « Pas Tristan, tu n'es pas obligé de dire oui ce soir. Tu peux prendre 1 semaine, tu peux prendre 1 mois. » Nora regarda le dossier, puis elle posa ses yeux sur Tristan. Son regard semblait vieux, bien plus vieux que ce que son nouvel âge laissait paraître, plus vieux même que la bibliothèque dans laquelle ils étaient assis. « Mais vous » Elle s'interrompit. Elle essaya à nouveau. « Vous êtes ce genre d'homme. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir être notre papa ?» Tristan ne cilia pas. Il ne lui promit pas qu'il cesserait d'être ce qu'il était. Il avait arrêté de lui mentir la nuit où il s'était assis avec elle dans la chaufferie d'un immeuble désaffecté. Et il n'allait pas recommencer aujourd'hui. « Je ne suis pas un homme bien, Nora. Je te l'ai déjà dit, et je ne te dirai pas le contraire aujourd'hui. Mais je te promets ceci, et ces 2 dernières semaines m'ont appris ce que valent mes promesses. Je vais vous protéger, toi et ton frère, avec tout ce que j'ai, et je vais essayer d'être meilleur chaque jour que je passerai en vie, parce que vous êtes là tous les 2. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que je te propose. » Elle resta silencieuse un long moment. Puis, une petite main se posa sur le coude de Tristan. Ce n'était pas celle de Nora. Élie, qui s'était faufilé dans la bibliothèque sans que personne ne le remarque, se tenait là, en chaussettes, juste à côté de Tristan. Ses petits doigts s'étaient enroulés autour de 2 doigts de l'homme. « Est-ce que tu peux m'apprendre à lire ?» Le silence était si lourd dans la bibliothèque qu'Isabelle entendit le petit garçon reprendre son souffle avant même de finir sa phrase. « Papa avait dit qu'il le ferait pour mon anniversaire, mais il ne l'a pas fait. » Tristan serra les mâchoires. Cet homme immense qui, 3 semaines plus tôt,
se tenait sur un quai de port pour négocier les conditions de sa propre mort potentielle, baissa les yeux vers ce petit garçon de 6 ans en pantalon de pyjama. Il hocha la tête une fois, les yeux lui brûlant si fort qu'il dut cligner des paupières à 2 reprises avant de pouvoir parler. « Oui, dit-il, je vais t'apprendre. 6 mois. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit de brouillard sur le quai 94. Le domaine de l'île Valène ne ressemblait plus du tout à la maison d'autrefois. Ellie avait pris 4 kilos. Il avait fait sa rentrée en CE1 dans une petite école privée du village voisin, où 2 des autres parents d'élèves étaient médecins et un autre magistrat. Et aucun d'eux ne posait de questions sur cet homme grand et silencieux qui venait aux réunions parents-professeurs dans un manteau impeccablement repassé et s'asseyait tout au fond de la classe. La maîtresse d'Ellie avait écrit sur son premier bulletin scolaire que c'était un garçon brillant, doté d'une curiosité peu commune pour la forme des lettres. Désormais, il n'utilisait son inhalateur qu'une seule fois par semaine, parfois moins. Il riait à table, s'amusait de ses propres blagues. Madame Delannoy avait glissé un après-midi à Tristan, d'une voix douce, qu'il n'avait plus ri de la sorte depuis la mort de sa mère. Nora avait 9 ans. Elle avait sa propre chambre sur le côté sud de la maison, avec des fenêtres qui baignaient dans la lumière de l'après-midi et un bureau qu'elle avait réclamé, bien plus grand que ce dont une fillette de 9 ans avait besoin. Ce bureau n'était pas resté propre un seul jour. Il disparaissait constamment sous un capharnaüm de crayons, de tubes d'aquarelle et de blocs de dessin de 3 tailles différentes. Tristan avait arrêté de demander à la gouvernante de le ranger. Ce désordre lui appartenait, elle l'avait bien mérité. Un après-midi, durant la première semaine du printemps, Nora descendit les escaliers en serrant un carnet de croquis contre sa poitrine. Dans la bibliothèque, elle tendit à Tristan une unique feuille arrachée, face cachée, puis elle alla s'asseoir sur l'accoudoir d'un fauteuil à l'autre bout de la pièce pour le regarder la retourner. Il la retourna. Un bâtiment sombre, dessiné au fusain avec une précision infinie, se dressait contre un ciel gris. On y voyait les lignes du hall d'entrée, l'angle exact d'une porte de sortie condamnée, le rectangle écrasé d'un tunnel sous le sol de la cave. Elle avait tout dessiné de mémoire, avec une exactitude troublante, jusqu'au clou tordu qui avait déchiré la doublure de son manteau la nuit où il l'avait suivi à travers le panneau de bois. Au pied de l'édifice, émergeant au grand air, 3 silhouettes se dessinaient. Un homme de grande taille dans un long manteau, un petit garçon tenant la main de l'homme, et une fillette de l'autre côté qui ne regardait pas tout à fait en arrière. Tristan tint le dessin entre ses mains pendant un long moment. Le lendemain matin, il l'accrocha dans son bureau privé. Non pas à l'autre bout de la pièce, à l'opposé des portraits de 3 générations d'hommes de la famille Duval dans leur cadre noir, mais juste à côté d'eux, dans l'espace vide qu'il avait laissé sur ce mur tout au long de sa vie d'adulte, sans trop savoir pour quelle raison il l'avait ainsi réservé. Il était toujours l'homme qu'il avait toujours été. Il ne pouvait pas se transformer en quelqu'un d'autre à 37 ans. Il n'essaya même pas. La famille Duval avait toujours ses soldats, son territoire et un nom qui pesait lourd dans toute la région parisienne. Et Rousseau gérait toujours les affaires courantes au quotidien, exactement de la même manière qu'il le faisait depuis 30 ans. Mais les règles avaient changé. Les branches les plus sanglantes des affaires avaient été discrètement liquidées. Dans les semaines qui ont suivi la mise en examen de Marc Delage, les activités qui s'étaient soldées par des corps retrouvés dans la Seine avaient été cédées à personne, tout simplement arrêtées. Ce qui restait était plus terne, plus lent, et confinait la famille au restaurant, à l'immobilier et à des contrats de protection qui, bizarrement et à leur manière, flirtaient presque avec la légalité. C'était, disait Dom un soir autour d'un expresso, ce qui ressemblait le plus à une retraite pour un homme de leur milieu, sans pour autant raccrocher définitivement. 10 millions d'euros de l'argent offshore récupéré ne revinrent pas à la famille. Bella créa elle-même la fondation. Un petit bureau à Saint-Denis, à 2 rues de l'endroit où un bâtiment nommé le Carré Noir avait été finalement réduit en miettes au mois de mars. Une équipe de 5 personnes et déjà une liste d'attente de 80 familles. Sur la vitrine, écrit en simples lettres noires, on pouvait lire « La Fondation Benoît, un foyer pour les enfants de Saint-Denis ». L'homme dont elle portait le nom avait été un comptable discret qui avait choisi sa propre mort et choisi son messager. Tristan n'avait oublié aucun de ces 2 choix. Un après-midi de fin mai, Tristan était assis sur les marches du perron du domaine, une tasse de café refroidie à la main. Ellie était dans le jardin, poursuivant un ballon sur la pelouse avec un enfant de la maison d'à côté. Nora était assise à côté de lui sur la marche, assez près pour que son épaule frôle sa manche. Elle observa son frère un instant. Puis, sans tourner la tête,
Elle dit « Papa ». Tristan ne bougea pas. C'était la première fois. Il avait attendu 6 mois pour cela et avait cessé d'y croire 2 mois auparavant, ce qui expliquait peu être pourquoi ce mot arrivait seulement maintenant. « Oui, pourquoi tu m'as écouté cette nuit-là? Tu ne me connaissais pas. Je n'étais qu'une enfant. Pourquoi tu m'as laissé t'éloigner de ces escaliers ?» Il y réfléchit longuement. Parce que dans le monde où je vis, Nora, dans le monde que j'ai construit, et celui qui s'est bâti autour de moi, 99 personnes sur 100 mentent à chaque instant. On apprend à le déceler. Au bout d'un moment, on n'attend plus rien d'autre. Et cette nuit-là, dans ce hall, tu étais la seule personne à me parler en me disant la vérité. Je pouvais l'entendre dès les 4 premiers mots qui sont sortis de ta bouche. Personne ne m'avait parlé de cette façon depuis que j'étais plus jeune que toi. Elle garda le silence. Ellie marqua un but contre un gardien imaginaire et cria de joie. Tristan passa son bras autour des épaules de Nora. Parfois, les empires les plus puissants du monde ne sont pas abattus par des bombes ou des armées. Parfois, ils sont sauvés en silence dans la pénombre d'un hall, par une nuit glaciale, grâce à la petite main d'une enfant assez courageuse pour dire « Ne dis rien, suis-moi ». Chers spectateurs, si cette histoire vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, s'il vous plaît, ne la laissez pas s'éteindre dans le silence. Elle nous rappelle des vérités simples qu'il vaut la peine d'emporter avec nous dans nos propres vies. Elle nous rappelle que le courage n'a pas d'âge, que l'honnêteté, en particulier celle des plus petits et des plus démunis, est l'une des choses les plus rares au monde et l'une des plus précieuses. Elle nous rappelle que les personnes en qui nous avons le plus confiance peuvent parfois être celles qui tiennent le couteau, et que les inconnus que nous ignorons au premier regard peuvent parfois nous sauver la vie. Elle nous rappelle que personne n'est jamais assez perdu pour ne pas pouvoir choisir, en une seule nuit, de faire quelque chose de mieux du temps qui lui reste. Et elle nous rappelle qu'être père n'est pas une question de sang, mais de savoir qui répond présent, qui reste et qui tient ses promesses. Nous aimerions beaucoup savoir comment cette histoire vous a touché. Avez-vous déjà vécu un moment dans votre vie où une petite voix, un léger avertissement ou un simple instinct a tout changé pour vous? Avez-vous déjà fait confiance à un inconnu au moment idéal pour en être reconnaissant des années plus tard? S'il vous plaît, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'eux, et chaque histoire que vous partagez aide cette communauté à grandir et à devenir un havre plus doux que le monde extérieur. Si vous avez aimé cette vidéo, prenez un instant pour cliquer sur j'aime, vous abonner à notre chaîne et partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. En activant la cloche de notification, vous êtes sûr de ne jamais manquer nos prochaines vidéos. Nous publions chaque jour des histoires émouvantes, attachantes et inoubliables, racontées avec soin et conçues, pour vous accompagner bien après que l'écran s'est éteint. Merci d'être resté avec nous. Nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, une excellente santé, des jours paisibles, un cœur rempli de joie et une vie entourée de personnes qui vous disent la vérité. À notre prochaine histoire, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent, et à bientôt.